bien évidemment, si aujourd'hui vous êtes investisseur, surtout, il ne faut pas investir à Bruxelles. Enfin, c'est de la folie de le faire. Oula, ça c'est dur. Les pouvoirs publics détiennent la blinde en portefeuille immobilier. Vous avez le choix entre aller à Doha ou écouter les couillonnades du PTB. Je pense que vous avez fait vivre votre choix. J'ai pu lire dans votre déclaration de politique générale que les primes seraient suspendues ou supprimées faute d'argent. Parce que l'État n'est pas un Mr Cash. En t'écoutant, on a l'impression parfois que tu ne penses que justement aux personnes aisées et pas aux personnes précarisées. Non, mais je sais que pour qu'un système social fonctionne, il faut qu'il y ait encore des gens qui gagnent de l'argent pour pouvoir contribuer au système. Cette décision impacte en fait la classe moyenne parce que les riches qui sont multipropriétaires, eux, n'ont pas de crédit. Le gouvernement sortant a une vision communiste de la gestion immobilière. Moi, j'aimerais un jour que les citoyens se mobilisent et disent il y en a marre des gaspillages et qui viennent se mobiliser devant les gouvernements. Écoute, tout ça pour vous dire, c'est important le Durum aussi. Nouvel épisode très très spécial. Aujourd'hui, le dernier de la saison. Et évidemment, on va retrouver tout au long de cet épisode vos chroniqueurs préférés, vos experts. Mais aujourd'hui, pour le bilan 2025, celui qui a fait l'actualité, c'est Georges-Louis Boucher. Il a accepté notre invitation. Merci Georges-Louis d'être là. Bonjour et merci pour l'invitation. Tu es venu ici lors des élections. Tu nous avais partagé un peu le programme, etc. Donc, on va pouvoir aussi revenir sur certaines choses que tu nous avais dites, voir aussi ce qui s'est passé, les droits d'enregistrement en 3%. Il y a eu récemment pas mal d'articles. Thomas Dermine, on en a parlé dans un épisode précédent, qui a dit que c'était une mauvaise idée, etc. On va creuser, on va te challenger. Tu commences face à Anthony et Ken. Ils auront 10 minutes pour te poser toutes leurs questions. Et puis, on va accueillir Vincent, le professeur, Eric Spitzer. Et puis, le face-à-face tant attendu. J'ai préparé les pop-corn. Georges-Louis Boucher face à Attila. J'ai hâte. Le duel des présidents, c'est dans un instant. Dès maintenant, vous commentez, posez toutes vos questions. Vous savez aussi que nos experts viendront vous répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Georges-Louis, est-ce que tu es prêt? Ouais, on peut y aller. Le chronomètre est lancé. 10 minutes pour vous. Je compte sur vous. Faites honneur à cette équipe, les amis. Qui commence? Anthony Urbain? Comme tu veux, on peut. Allez, vas-y, let's go, première question. Pour une fois que la Wallonie est avant Bruxelles. Moi, j'avais une question, effectivement. Ma première question, c'était sur les dernières lois qui sont sorties récemment, notamment le fait qu'on va supprimer du coup tous les avantages fiscaux, si je peux dire ça, pour l'expliquer de manière simple, sur les crédits hypothécaires. Donc, on avait un avantage fiscal à l'époque. Quand on avait une seconde résidence sur le crédit hypothécaire, on pouvait déduire les intérêts au fédéral. Et donc, quelque part, ce qui me dérange un peu dans cette loi-là, c'est qu'on est revenu rétroactivement, du coup. Donc, on a annulé carrément tout ce qui avait été fait par le passé. Et ce qui me dérange un peu, du coup, c'est que techniquement, en tout cas dans ce que j'ai retrouvé dans les informations, c'est que il y a des principes, des lois qui normalement interdisent ça. Comment est-ce que vous avez fait, ou plutôt pourquoi surtout? Alors tout d'abord, il y a deux choses pour bien comprendre. Cette règle, ça faisait déjà plusieurs années que je m'opposais à la changer et qu'on a réussi à gagner quelques années, mais la volonté politique de la changer est venue du fait qu'on a régionalisé la question des intérêts d'emprunt pour la maison d'habitation. Et donc, les régions, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ça fait déjà plusieurs années. Elles ont empêché la déductibilité des intérêts d'emprunt pour le logement à titre principal, le logement dans lequel on vit. Et en fait, le fait qu'on pouvait déduire les intérêts d'emprunt pour le 2e, 3e, 4e logement, c'était une réminiscence du passé. C'était assez bizarre, en fait, de considérer que pour ton logement d'habitation, tu ne puisses pas déduire. Mais par contre, si tu as une résidence secondaire, une 3e ou une 4e, tu puisses le faire. Donc, premier élément, la philosophie politique est venue de là. Mais en fait, ça fait plusieurs années que le verre était dans le fruit, si je peux me permettre. Un deuxième élément, il n'y a pas de rétroactivité. La rétroactivité fiscale, elle est interdite dans le sens où on ne peut pas aller vous rechercher de l'argent sur des exercices fiscaux anciens. Par contre, je comprends le raisonnement, c'est de dire, puisque j'ai un crédit en cours, comment se fait-il, si par exemple il me reste 10 ans à payer, que pour les 10 prochaines années, je ne pourrai plus déduire les intérêts d'emprunt? Ce n'est pas de la rétroactivité au sens strict, parce que c'est une nouvelle règle fiscale qui vous est annoncée 1 an avant son entrée en vigueur, ou du moins l'exercice fiscal précédent, et donc, le législateur, je ne dis pas que c'est juste ou que c'est très théorique ce que je dis, mais le législateur vous autorise par exemple à revendre le bien, à transformer votre capital dans un autre type d'investissement, et donc il n'y a pas au sens strict d'un point de vue juridique de la rétroactivité. Est-ce que je trouve que c'est une bonne mesure? Non, moi je n'aime pas l'impôt. Donc moi, tout ce qui fait augmenter l'impôt, j'aime pas. Après, comme pour le reste, on est face à un exercice budgétaire où on a fait 32 milliards d'euros d'assainissement,
80% en réduction de dépenses et en réforme. Et donc, dans les recettes, je ne vais pas vous cacher que moi, j'aurais fait 100% en réduction de dépenses. Mais encore une fois, la Belgique, c'est un régime de coalition. Lâcher 20%, c'est pas non plus comme d'habitude. D'habitude, on faisait du 50-50 au moins. Mais surtout, j'ai préféré cibler sur des mesures qui sont quand même moins impactantes dans le quotidien de la majorité des gens. Mais il est évident, je peux comprendre que pour une série de propriétaires, ça soit une très très mauvaise nouvelle. Je vais même vous faire une confidence. Je suis moi-même concerné par la mesure. Donc, figurez-vous, super étonnant. Figurez-vous que, bah oui, ça me dérange. Bah oui, moi, je suis le fils de parents qui ont pas été propriétaires jusqu'à leur plus de 50 ans, en fait, pour des raisons financières. Et donc, ça a été ma première priorité, c'est de dire, il faut un peu se sécuriser. Donc oui, je suis moi-même victime de la mesure. Donc, je vais pas vous dire que je la trouve bien, pour être tout à fait clair, mais je préférais ça qu'aller encore toucher à l'impôt des gens qui travaillent ou faire encore plus de TVA ou des éléments de ce type-là. Georges-Louis, on va développer dans un instant, juste pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. La déduction des intérêts, c'est acté maintenant. Ça a été acté, c'est fait. Ça oui, cette mesure, sauf erreur, je crois, a déjà été votée ou va l'être dans une semaine. Enfin, le processus législatif est quasi au bout. Après, donc il y a le côté. Après, vous pouvez toujours la contester, hein. Moi, je suis un légaliste et un avocat. Si vous avez des bons avocats qui ont quelques idées sur le sujet, il n'est jamais interdit de le faire. Ça, après, il y a deux choses. Il y a le fait, effectivement, donc il y a la rétroactivité qui est une chose. Donc ça, ça a été changé, effectivement. Mais je vous ai dit, c'est pas véritablement une rétroactivité. C'est qu'en fait, on change la règle pour la même situation, mais pour le futur uniquement. La rétroactivité aurait été de dire, vous devez rembourser les 5 dernières années de déductibilité fiscale. Ça, c'était une rétroactivité au sens strict d'un point de vue. Parce que si vous voulez dire ça, on peut plus jamais changer une règle fiscale. Je vous donne un exemple. Je suis architecte. J'ai accès à une déductibilité via les droits d'auteur. Et on les a pas modifiés, mais je donne un exemple. On modifie la règle des droits d'auteur pour le futur. L'architecte pourrait dire, mais attendez, vous êtes en train de m'attraper parce que moi, j'ai créé un mode de rémunération basé là-dessus. Donc, je comprends le sentiment humain. Je dis juste que juridiquement, c'est pas du tout la même chose qu'une rétroactivité. Et dans d'autres termes, ça veut dire que ton argument n'était pas ouf, Anthony. Alors, merci. Il y a comme mais disons que si vous voulez attaquer le texte devant la Cour constitutionnelle, par exemple, il faudra trouver un autre argument, si je peux me permettre. En tant qu'avocat, je vous conseille de... C'est ça. Ken, une question pour toi, Ken. Au-delà de la légalité de cette décision, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur le marché immobilier. Parce que souvent, on prend des décisions un petit peu sans regarder l'impact général sur le marché de l'immobilier. Ici, on va gagner des sous, mais on peut... l'idée derrière, c'est de donner l'accès au logement à plein de gens. C'est ça l'idée, je pense que tous les partis politiques veulent, c'est redonner l'accessibilité au logement à tout le monde. Attends, là tu mélanges deux, trois trucs, là tu n'occupes pas des droits, tu parles pas des... Non, je reviens là-dessus. Non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que via la déductibilité des intérêts d'emprunt, il y a des gens qui achètent un deuxième ou un troisième bien, qu'ils mettent en location, et donc ça permet d'avoir un marché de l'immobilier accessible pour des gens qui ne savent pas devenir propriétaires, mais avec des biens de bonne qualité. Parce que ce qui va se passer, et ça je suis totalement d'accord avec vous, ce qu'un propriétaire va perdre d'un côté, c'est autant qu'il ne mettra plus dans l'investissement pour l'amélioration de son bien. C'est la raison pour laquelle je suis opposé au plafonnement des loyers. C'est la raison pour laquelle, de manière globale, j'aime pas trop l'impôt. On en reparlera peut-être avec les droits d'enregistrement. Parce que l'argent qui est capté par l'impôt, c'est de l'argent qui n'est plus investi dans le marché réel. Donc, est-ce qu'il y a un risque ? Oui, vraisemblablement, en tout cas pour les plus petits propriétaires, la personne qui avait un deuxième ou un troisième appart pour sa pension, et eux, quand ils vont voir que sur la feuille d'impôt, c'est plusieurs centaines d'euros qui est impacté, eh bien, ces gens-là vont certainement revoir peut-être certains investissements. Donc, l'impôt a toujours une conséquence négative dans la vie économique. Mais encore une fois, quand vous êtes face à ce défi-là, on a dû faire des choix à un moment donné et il valait peut-être mieux faire cela qu'encore une fois, je le disais, augmenter la fiscalité sur les travailleurs. Oui. Mais si ça ne tenait qu'à moi, si j'étais tout seul, moi je baisserais la fiscalité de 15 milliards du jour au lendemain parce que ça aura un impact positif sur l'économie. Cette décision impacte en fait la classe moyenne parce que les riches qui sont multipropriétaires, eux, n'ont pas de crédit. Donc ils s'en foutent de déduire puisqu'ils n'avaient de toute façon rien à déduire. La classe moyenne qui essaye de se sortir un petit peu de cette classe difficile financièrement parlant, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Donc moi qui ai 3 studios, je ne m'estime pas être riche puisque j'ai des crédits sur tous mes studios. Et aujourd'hui, l'impact fiscal, il se compte en milliers d'euros du jour au lendemain. Et donc moi, j'étais pas là avec un matelas de sécurité de dizaines de milliers d'euros pour pouvoir suppléer cette imposition
direct. Attendez, et en quand, plus, quand vous dites des milliers d'euros, il faut être de bon compte. Il y avait déjà un plafond à l'époque. Et donc, si vous avez 3 studios en location, vous étiez au-delà du plafond. Donc, il y avait déjà un plafond qui limitait votre déductibilité. Donc, vous étiez peut-être au plafond, mais ça n'ira pas au-delà. Premier élément. Deuxième élément, à part vous dire que je suis d'accord avec vous, je peux rien vous dire d'autre parce que c'est les arguments que j'ai développés à la table du gouvernement. il faut mieux argumenter, alors. Mais la vraie logique, je peux vous dire qu'on argumente déjà sur énormément de choses. Mais la vraie logique, eût été alors, et je trouve qu'il y aurait dû avoir plus de réactions à l'époque, parce que c'est passé complètement inaperçu. Mais bon, peut-être que quand la gauche fait des trucs, ça passe plus inaperçu que quand c'est nous. Mais c'est la non-déductibilité des emprunts pour le logement d'habitation. Parce que la vraie faiblesse du mécanisme, c'était quand même de dire, puisque vous parlez de la classe moyenne, c'est que la classe moyenne la plus fragile, celle qui n'a que son logement d'habitation, elle ne pouvait pas déduire les intérêts de son crédit. Mais par contre, la personne qui a quand même un tout petit peu plus d'aisance, c'est pas qu'on est riche, hein, mais qui peut en acheter un deuxième ou un troisième pour de l'investissement, lui pouvait déduire les intérêts d'emprunt. Avouez qu'il y avait un problème. Et donc, moi je suis d'accord, si ça n'avait tenu qu'à moi, il fallait au niveau de la région remettre la déductibilité des intérêts d'emprunt pour le logement d'habitation. Mais à partir du moment où ça ne se faisait pas, il y avait un argument fort de la part de ceux qui voulaient changer la règle, qui était de dire, c'est quand même fou que pour mon logement, je puisse pas le faire, mais pour l'investissement, je puisse le faire. Ken et Anthony, Georges-Louis, il leur reste 2 minutes. Je connais mes petits chroniqueurs, ils vont être frustrés. Je te regarde et je regarde ton porte-parole. Est-ce qu'on peut leur laisser 15 minutes plutôt que 10? Ça veut dire 15, Moi, j'ai aucun problème. Alors, vous venez de gagner 5 minutes de plus, les amis, soyez un peu plus impactants. Allez-y, quoi. Mais donc, pour reprendre la résidence secondaire ou la troisième, quand elle est mise en location, donc je ne parle pas d'une maison à la mer, seconde résidence. Quand elle est mise en location, je trouve que la déduction des intérêts a plus de sens que pour la résidence principale. Parce qu'aujourd'hui, l'acteur privé est indispensable pour fournir du logement sur le marché. Et ici, on vient taxer des gens qui participent. Et je ne parle pas de colocation, de co-living, de Airbnb. Je parle de location classique. Il aurait fallu différencier les types de résidences secondaires ou tertiaires en fonction de ce qu'on a. Mais si on le met sur un marché classique, on respecte le PEB ou la salubrité du bâtiment, pourquoi ne pas aider tous ces acteurs qui fournissent du logement indispensable aux gens aujourd'hui, puisqu'on sait que sur Bruxelles, il manque 50 000... Il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'en théorie, il y a plein de distinctions qui seraient intéressantes à faire, mais qui ne sont pas possibles d'un point de vue légal, parce que ça rend trop compliqué. Et alors, moi, il y a aussi un autre truc que je veux limiter, c'est tous les contrôles de l'administration, parce que l'administration devient tellement intrusive que pour moi, c'est même des atteintes aux droits fondamentaux. Mais plus vous créez des règles, plus vous leur donnez des portes d'entrée pour venir contrôler. Donc, c'est très théorique. Et c'est pas, ça correspond pas trop à la réalité. Par contre, dans le même temps, encore une fois, je vous le répète, vous êtes en train d'argumenter dans mon sens. C'est exactement ce que je pense. Si je dois quand même être juste, je pense néanmoins que l'investissement immobilier reste un investissement porteur pour les classes moyennes parce qu'il comporte beaucoup moins de risques. Il y a des risques, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Mais par exemple, des locataires indélicats, parce qu'on n'arrête pas de parler des pauvres locataires qu'il faut toujours protéger, ça serait peut-être bien aussi de protéger les petits propriétaires qui tombent sur des locataires qui ne payent pas, ce qui est vraiment un fléau. Et donc là, on est en train de travailler pour voir si on ne peut pas créer un registre des locataires indélicats pour pouvoir quand même permettre aux propriétaires d'être informés en la matière. Ça va en faire hurler certains, mais moi je l'assume complètement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un petit cadre, un petit indépendant, voire même un ouvrier, et que vous mettez en location l'appart que vous avez parfois retapé de vos mains et que le locataire vous paye pas, ben ça vous met vraiment dans les problèmes par rapport à votre pension, par rapport simplement aux études des gamins, etc. Après, Jean-Louis, je vais faire l'avocat du diable. On a tous des moments dans nos vies qui sont plus difficiles. Et si à cause d'un moment dans ma vie, je suis fiché, comme un peu fiché à la Banque nationale, c'est pour ça qu'il faut bien encadrer les choses et avoir des règles. Mais je rappelle quand même qu'en Belgique, quand vous avez des difficultés financières, il y a tellement de systèmes d'aide sociale que des gens qui persévèrent dans le non-paiement des loyers, ça relève soit de la négligence, soit de la malveillance. Mais où en Belgique, essayez de me dire qu'il n'y a pas de possibilité de se tourner vers des AIS, vers le CPS qui simplement prend des interventions en cash, en charge pour vous, vers les sociétés de logements sociaux, etc. Il faut quand même pas exagérer, parce que moi j'ai l'impression que dans ce pays, c'est comme si on faisait rien pour personne, alors qu'on est un des pays dans le monde qui a le plus haut niveau de dépenses publiques en la matière. Mais donc, pour revenir sur le sujet,
je crois néanmoins que ça reste un investissement intéressant pour sa sécurité plus grande, par aussi le fait que, et ça c'est très clair, il faut arrêter de se mentir, hein, le marché de l'immobilier, en particulier des appartements 1-2 chambres, des studios, ne va cesser de croître. On n'a pas assez de logements, ni en Wallonie, encore moins à Bruxelles. Donc aujourd'hui, pour de la petite classe moyenne, l'investissement immobilier reste majeur. Alors, où vous avez raison, c'est qu'on doit plutôt trouver des mécanismes d'aide, on y reviendra, et des mécanismes surtout d'aide à l'investissement. Parce que si on veut répondre à la demande de logement croissant, si on veut éviter que les prix flambent, on a besoin de créer beaucoup de logements. Une des mesures, je vais vous la dire, elle coûte 0 €, c'est d'accélérer l'obtention des permis. Si déjà, et c'est ce qu'on est en train de faire... qui va s'en occuper tout alors, si on pouvait déjà avoir des permis en 6 mois, franchement, ça permettrait d'avancer énormément de choses. T'as des marges de manœuvre encore ici, bien ou pas? sûr, on en a plein sur le plan régional et on travaille là-dessus. Donc la ministre Neuven du côté wallon va venir avec une procédure pour limiter dans le temps. Je vous donne un exemple. Je parlais à un promoteur immobilier hier soir. Ça fait 10 ans qu'il est sur un projet pour construire une 60aine d'appartements dans le centre-ville de Mons, d'un bâtiment qui est un bâtiment désaffecté, complètement inoccupé, où les vitres sont brisées, il y a eu des débuts d'incendie, il y a des toxicomanes qui logent dedans. Ça fait 10 ans, il est à son 3e permis. Et donc, en fait, quand on voit l'argent qu'il paye en précompte, en procédure, etc., je ne sais même pas s'il arrivera encore à être rentable à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour avancer là-dessus, sachant que ça fait des années qu'on en parle, qu'à chaque élection on en parle, et à chaque fois... On n'est pas bloqué, on va déposer un texte, ça fait 1 an que la ministre du Logement est là, donc le temps d'avancer là-dessus. Donc on va déposer un texte, je la laisserai détailler les modalités, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que nous, notre volonté, c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le permis soit réputé accepté. Okay. Et donc, de mettre la pression, cette fois-ci, sur l'administration et plus sur le titulaire du permis, et avec aussi une réduction des possibilités de voie de recours. Parce que quand on est au 3e permis, ça veut dire qu'il y en a 2 précédemment qui ont été annulés. On y reviendra. Là aussi, on y reviendra avec Eric et avec Attila, certainement. Dernière question, les amis, il reste 1 minute 30, je pense, même pas, c'est terminé. Les 15 minutes sont passées. On n'a même pas pu aborder le droit d'enregistrement, quoi. Ce sera pour les prochains, les amis. Mais il parle beaucoup, mais il parle bien. Et c'est comme ça. Non, mais surtout, vous êtes revenu 4 fois sur la même question. Parce que si je peux me permettre, on a quand même compris que j'étais contre cette non-déductibilité des intérêts d'emprunt, mais que ça faisait partie d'un compromis. Ouais. Donc, en fait, ça vient, je pense, aussi d'une incompréhension. C'est comme un inspecteur de police. Si le mec il vous dit je suis coupable, j'avoue, c'est bon, on peut arrêter l'interrogatoire et aller au tribunal. C'est juste que même si, enfin, ce qui est dommage, c'est que tu es contre effectivement cette mesure. Mais elle est passée quand même. Elle est passée quand même, et surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on a pu laisser une période de transition. On a fait 30% des dernières élections. Moi, si on m'invite à en faire 50, je serais hyper heureux de pouvoir décider tout seul. Vous savez. On va laisser. Vous aurez l'occasion de revenir tout à l'heure dessus, puisqu'on a 1 heure d'émission, mais qu'une grosse demi-heure avec Georges-Louis. Yes. Donc, on va accueillir maintenant sur le plateau Eric et Vincent. Merci Ken et Anthony. L'exercice n'est pas facile. Non, bravo à vous. Ils étaient bien installés dans le petit fauteuil à observer Ken et Anthony se faire manger. Vont-ils faire mieux? Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à voter pour votre chroniqueur préféré. Votez 1 pour Ken, votez 2 pour Attila. Bon, les amis, merci d'avoir accepté l'invitation. Face à Georges-Louis, vous avez donc 15 minutes. J'ai su vous gratter quelques minutes. C'est beau. Dites-moi merci. Et c'est votre moment qui commence. Eric, c'est toi. C'est moi. Petite question sur les droits d'enregistrement, tiens. Les droits d'enregistrement, oui, parce que c'est évidemment un des freins, c'est une taxe et un des freins à l'acquisition. Et donc, mesure en Wallonie qui a été de baisser les droits d'enregistrement de 12,5 à 3%. Alors, certaines voix se sont élevées parce que le nombre de transactions a augmenté, mais enfin, ça, c'était par la retenue de la fin de l'année passée. Et surtout, on constate une augmentation du prix de l'immobilier. Donc, certains disent, il y a 2 arguments contre, et je voudrais t'entendre là-dessus. Le premier, c'est que les prix ont augmenté de manière générale. Le deuxième, c'est que la mesure ne concerne que des biens à partir d'un certain montant, puisqu'il y a toute une série d'aides qui tombent en échange de cette diminution des droits d'enregistrement. Donc, 1, est-ce que c'est vraiment pour les plus nantis, et 2, est-ce que ça n'entraîne pas une augmentation du prix moyen des maisons? Et je dirais 3, Georges-Louis, ce qu'on dit aussi, c'est que cette mesure devait aussi permettre aux plus jeunes d'investir, et que les chiffres ne montrent pas que les jeunes investissent plus grâce à cette mesure.
Voilà. Alors, Georges Louis, donc, on t'écoute. Par rapport à ça, 3 choses. Le premier élément sur la question que les biens ont augmenté. C'est une augmentation qui est purement conjoncturelle et qui va se lisser dans le temps. Ça ne veut pas dire que les biens vont baisser, mais ça veut dire que des augmentations qui sont des augmentations naturelles qui auraient lieu sur plusieurs années, elles se font de façon plus soudaine, plus directe. Mais très franchement, ça vient du fait que pendant plus de 6 mois, entre le moment de l'annonce de la mesure et son entrée en vigueur, les gens ont retenu leurs achats et donc on a eu un boom à un moment donné, offre et demande. Mais par ailleurs, même si les biens ont augmenté, ça n'est pas un problème. Et ça me rend dingue qu'on soit dans la seule région du monde où une baisse d'impôt est un problème. Pourquoi c'est pas un problème que les biens aient augmenté ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que les droits d'enregistrement, vous ne pouvez pas les emprunter. Vous ne pouvez pas les emprunter. Donc c'est un frein direct à l'acquisition. Parce que je dois avoir 15 000, 20 000, 25 000 euros de côté. Qui peut se permettre de faire ça à 25 ou 30 ans avec un salaire moyen ? Ça n'est pas possible. Par contre, si vous avez une augmentation de votre bien de 10 ou 20 000 euros étalée sur un crédit de 25 ans, de 30 ans, très franchement, vous n'en ressentez pas les effets. C'est pas ça qui est le frein à l'acquisition. La deuxième différence, c'est que quand on me dit « Ah mais cet argent était dans la poche des propriétaires », mais c'est qui les propriétaires ? C'est des Parmi privés, ces c'est des privés, on est d'accord. c'est plein de privés Oui, et il y oui. a plein de petites gens. Il y a des pensionnés qui vendent leur maison et qui vont en maison de repos et qui sont bien contents d'avoir 10 ou 15 000 euros de plus parce que ça va leur permettre de donner aux petits-enfants ou d'assurer leur place dans une maison de repos. C'est des couples qui divorcent, qui sont bien contents d'avoir cet argent-là pour reconstruire un projet dans la vie. Et donc, quand l'argent reste dans le circuit privé, c'est toujours meilleur que quand l'État le ponctionne. Parce qu'à chaque fois que l'État le ponctionne, quand on voit les niveaux de gaspillage en Belgique, manifestement, il n'en fait pas nécessairement un bon usage. Quand ça part dans la poche des privés, c'est réinvesti. Cet argument, je suis d'accord, mais est-ce que il n'en reste pas moins vrai que pour les plus jeunes, ça reste compliqué puisque cette augmentation, certes conjoncturelle, je suis assez d'accord sur le fait qu'elle soit conjoncturelle, mais elle fait que le coût de l'acquisition immobilière augmente de manière, ne diminue pas autant que prévu. mais Attends, encore- est-ce que ça n'aurait pas été mieux dans certains cas de dire par exemple les droits d'enregistrement restent, mais on peut les étaler sur un certain nombre d'années? Non, parce que, encore une fois, c'était de l'impôt. Donc, quand vous prenez de l'argent et que vous le donnez à l'État, c'est quand même de l'argent que vous ne réinvestissez pas dans le circuit économique. Alors après, on peut parler de l'efficacité de l'État pendant très longtemps. Mais moi, je pense que dès qu'il y a une baisse d'impôt qui est possible, il faut saisir l'occasion. Le deuxième élément sur la question de l'augmentation, très franchement, encore une fois, sur un crédit à 20 ou 30 ans, avoir une augmentation de 10 ou 15 000 euros, l'étalement est tel que c'est pas ça qui est un frein à l'acquisition. Parce que si vous aviez les revenus pour faire un emprunt à 220 000 euros, vous avez les revenus pour faire un emprunt à 230 000 D'accord, euros. mais si tu as un bien à Faut 300, pas- si tu as un bien à 300 000 euros avec 12%, ça fait 36 000 euros. 36 000 euros à lâcher en imaginant que tu puisses financer ton bien à 100%, c'est compliqué. Si ces 36 000 euros, on te dit tu peux les payer en 10 ans, ça devient plus abordable. Oui, ok, mais ici, en fait, ce qu'on leur a dit, c'est qu'ils allaient payer 4 fois moins, donc ils allaient payer moins de 10 000 euros. Donc c'est ça qu'on leur a dit. Oui, Alors, sachant si que demain le bien passe de 300 à 330. Non, alors à 320. il C'est conjoncturel, on est d'accord. Il n'y a rien qui détermine que automatiquement 100% des droits Non, c'est vrai. d'enregistrement ont été C'est vrai, remis. c'est vrai. On a dit qu'il y avait une augmentation. En général, elle est jamais de 100%. 13% sur les Donc, maisons, 6% sur les appartements. Voilà. Oui, Et on est donc, d'accord. très franchement, on n'est pas du tout dans une diminution par 4. Ici, on parle de diminution par 4 des droits d'enregistrement. Et là, on a une augmentation qui est de 10 à 15%. Donc, on le voit bien, les futurs propriétaires sont les gagnants. Deuxième élément, sur les jeunes, et parce qu'il y avait d'autres mécanismes qui pouvaient exister, moi, je vais être clair avec vous. J'en ai vraiment marre, que le milieu de la classe moyenne paye tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mécanismes, ils étaient faits pour des gens qui avaient vraiment de très petits revenus. Mais il y a des gens qui ont des revenus moyens. Et ces revenus moyens ne font pas d'eux des personnes riches pour autant. Ça, c'est pas ce que tout le monde pense. hein. Oui, mais moi, je le pense. Et ça, c'est une différence. Et moi, j'en ai un peu marre que dès qu'on est un peu au-dessus du revenu médian, le revenu médian aujourd'hui est à 2300 euros net, dès que vous êtes à 3000 euros par mois, oulala, lui, il faut qu'il paye Il est tout blindé. à 100%, il n'y a plus de déduction de rien, etc. Eh bien, au moins, l'avantage, cette baisse d'impôt, c'est qu'elle profite à tout le monde et je l'assume. Et dire que ça profite vraiment aux nantis, faut arrêter les couillonnades. Hein. Celui qui achète son premier logement et que son premier logement est de 600 000 euros, 1 million d'euros, c'est que c'est un gars à 12 ou à 3%, ça n'aurait rien changé pour lui. Objectivement, c'est pas la norme. Donc moi, je veux bien qu'on aille me chercher toujours les cas extrêmes de la courbe pour essayer de discréditer notre action politique, mais c'est pas
sérieux. Les gens qui sont dans la vraie vie savent à quel point c'est une mesure qui est positive, qui nous aligne aussi sur la Flandre. Parce que c'est aussi un truc qui est un peu particulier, c'est qu'en Flandre, c'était déjà le cas depuis 15 ans. Et on a l'impression qu'en Wallonie, oulala, c'est une grande révolution. C'est vrai que c'est une grande révolution pour une raison, c'est que c'est la première fois qu'on baisse des impôts en Wallonie depuis l'existence de cette région. Et la prochaine grande révolution, c'est que Vincent va s'exprimer aussi ici autour de la table. Vincent, quand on entend les propos de Georges Louis, les gens aujourd'hui, on va dire de gauche, qui sont dans l'opposition, ils sont pas cons, ils sont pas teubés. Je veux dire, les explications, elles sont logiques, cohérentes. Alors pourquoi cette opposition s'élève contre cette mesure, selon toi ? Selon moi, il y a sans doute le jeu de la majorité politique de uniquement. l'opposition. Je pense, oui, effectivement. Enfin, j'ai déjà abordé le sujet que Georges Louis aborde maintenant plusieurs fois avant son intervention, en disant effectivement que l'avantage de cette mesure, c'était que les banques ne prêtent pas les droits d'enregistrement ou la taxation, ne prêtent pas les 20% qui manquent entre les 80 et les 100%, et donc c'est un gros avantage d'aller à sa banque en disant je dois emprunter moins, surtout que la banque prend une garantie sur le bien, ne prend pas une garantie sur les droits d'enregistrement qui, une fois qu'ils sont payés, vont dans le trésor et sont permis, en tout cas vont dans le trésor. Donc je pense que c'est plutôt de la communication. Après, c'est vrai qu'on peut faire peut-être une mesure qui profite plus en fonction des salaires en ou ciblant. quoi, mais dans certains pays, par exemple, je crois que c'est en Espagne, les mamans solo, par exemple, peuvent bénéficier de droits d'enregistrement plus bas, par exemple. Ça, ce genre de mesure, moi, ça me rend dingue. Je suis désolé de le dire. Non, mais je suis désolé de le dire. Enfin, voilà, maman solo, papa solo, etc. Bien évidemment, on peut adapter certains régimes, etc. Mais quoi, ils vont payer la cantine différemment, ils vont payer des impôts différents. Enfin, à un moment donné, on a tous des vies qui sont particulières et spécifiques. Moi, j'ai un enfant, mais je suis pas marié. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Papa solo, papa solo. Double imposition. Pour toi. Donc voilà. Oui, parce qu'en plus, je suis considéré comme un isolé, et dans le même temps, c'est pas le cas, parce que il y a une certaine charge à être en famille, on va le dire comme ça. Mais donc, allez, il faut arrêter avec ce délire permanent de considérer certaines catégories qui devraient avoir accès à tous les avantages, et puis les autres, tout ça parce que eux, ils ont décidé de vivre en couple, d'avoir tous les deux un boulot, d'avoir une vie un peu classique. Ah ben eux, non, eux, ils doivent vraiment payer pour tous les autres. Ce n'est pas une attaque contre tous les autres cas de vie. Oui, parce qu'il faut les prendre en considération. Oui, il faut les prendre en considération, mais à un moment donné, l'impôt ne peut pas être à la carte de votre situation de vie permanente. Parce qu'alors, dans ce cas-là, vous créez une société où, finalement, vous avez une part de la population qui ne cesse de payer pour les autres. Donc, qu'il y ait quelques mécanismes qui soient mis en place, c'est très bien, mais commencer à dire les droits d'enregistrement selon votre situation familiale, vous savez à quoi ça pousse? Ça pousse aussi énormément à la fraude. Et ça pousse au contrôle. Parce que plus vous mettez des conditions pour bénéficier d'un mécanisme, plus vous obligez l'État d'essayer de contrôler, parce que les gens vont essayer de dissimuler. Vous parlez de la question d'être solo. Aujourd'hui, on le sait, dans les logements sociaux, il y a des gens parfois qui divorcent ou qui disent vivre de manière isolée pour avoir chacun leur logement, alors qu'on sait très bien qu'ils vivent en couple. Vincent. Oui, il faut aussi savoir que la situation de vie change. Un prêt hypothécaire, c'est 20 ans, et sur 20 ans, on change de situation. Est-ce qu'on va venir récupérer de l'impôt, en percevoir plus? Donc ça, je suis assez d'accord, c'est assez compliqué à faire. Il ne faut pas non plus mettre les gens dans des cases et les empêcher de sortir. Effectivement, se dire je ne vais pas me marier ou je ne vais pas faire d'enfants parce que ceci, cela, ça peut être un piège sur ce type de Vincent, réduction. ta question. Oui, moi je voulais revenir sur Bruxelles. La problématique du logement, la problématique des permis. En tant que professionnel de l'immobilier, les chiffres sont là. Il faut entre 2 et 3 000 logements neufs par an pour juste absorber la croissance démographique à Bruxelles. On dit que Bruxelles croît moins vite qu'avant, c'est vrai, mais il y a quand même 7 ou 8 000 personnes nouvelles qui arrivent par an à Bruxelles. Il y a 500 000 personnes qui attendent un logement dit abordable, même si personne n'arrive à définir le mot abordable dans la classe politique. J'ai posé la question 1000 fois, j'ai jamais reçu de réponse. On doit rénover 300 000 logements à Bruxelles pour atteindre les normes PEB. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nombre de permis a complètement chuté. Donc on est passé de 5 000 permis en 2022-2023, on est passé à 3 000, on devrait être à 2 000 pour 2024, 2 000 demandes de permis, donc ça a diminué de plus de 50%. Et 2025 va être catastrophique, ça je peux déjà vous le dire. Je pense. Sur les premiers mois, on était à quelques centaines. Alors, la question, parce que moi je travaille avec beaucoup d'investisseurs et de développeurs aussi bien belges qu'internationaux, comment est-ce qu'on va récupérer la confiance de ces acteurs pour qu'ils reviennent construire et rénover Bruxelles? La première chose, c'est déjà de former un gouvernement, parce que l'instabilité politique n'est certainement... Oui, parce que le problème de l'instabilité politique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un investisseur, il se dit, attends, je vais aller là-bas, les procédures sont déjà dramatiques de suivre le processus administratif, et 2, vu à quel point le gouvernement est à l'os,
ils vont devoir faire des taxes en tout genre. Et donc, bien évidemment, si aujourd'hui vous êtes investisseur, surtout, il ne faut pas investir à Bruxelles. Enfin, c'est de la folie de le faire. Oula, ça c'est dur. Il a pas tort. Non, Et enfin, tous les... Moi, je ne mettrai pas un centime. Vous savez, je ne donne pas aux autres un conseil que je ne suivrai pas moi-même. Donc, je sais que politiquement, je ne dois pas dire ça. Non, mais Politiquement, imaginons je dois qu'on vous ait un dire, gouvernement. ayez confiance. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Imaginons qu'on ait un gouvernement. Vous voulez que je vous dise? Comment est-ce qu'on fait et que toi, si tu dois pouvoir, comment est-ce qu'on fait pour résorber ce manque de logement pour la classe moyenne? Si on a un gouvernement où on est dedans, Ouais. il va se passer deux choses. La première, c'est qu'on va faire la même chose qu'on va présenter en Wallonie, c'est-à-dire une limitation de la durée des procédures de permis pour être sûr que les permis aillent Parce que vite. c'est pas les permis, hein. Oui, les mais- permis, ça va encore. C'est tous Oui, les recours hein, après. Bien les sûr, recours mais donc qui posent quand je parle de problème, procédure de permis, je parle de l'ensemble. La globalité, hein. Donc Parce que ça aussi- dure des années, aussi des la années. Le question- Conseil d'État. Je vous donne un exemple. Ton exemple de recours, 10 ans, Oui, et de recours qui sont faits parfois par un concurrent au promoteur immobilier qui n'était même pas sur le projet. Oui, ou des et gens donc moi j'ai qu'on posé paye. la question, j'ai dit mais c'est quoi l'intérêt à agir? Ah mais ils ont invoqué des éléments de mobilité, etc. Donc tout est bon. Connerie. Premier élément. Ouais. Et deuxième élément, il faut assurer une paix fiscale. C'est-à-dire qu'il faut garantir à l'investisseur que pendant un certain temps, ou à tout le moins, il y aura une stabilité fiscale pour qu'il puisse faire son business model. Il y a un troisième aspect que je pense est très intéressant, c'est que, et ça c'est une divergence avec certaines formations politiques, moi je ne crois pas du tout dans le logement social. Je crois beaucoup plus dans les agences immobilières sociales. Et donc, il serait aussi intéressant que le gouvernement, pour compenser le fait qu'il ne sache plus investir dans du logement à loyer modéré, eh bien, qu'il investisse via les AIS et qu'ils disent à des partenaires privés, vous avez un projet de 50 logements, on en prend 20 en AIS. Comme ça, le promoteur privé sait qu'il a déjà une rentabilité qui est garantie à un certain niveau et avec une certaine perspective dans la durée. Eh bien, justement, charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Non, mais c'est vrai, les pouvoirs publics détiennent la blinde en portefeuille immobilier. Partout, dans toutes les régions, aussi en Wallonie. Comment se fait-il? Enfin, moi, je vois nulle part des signaux disant on va mettre ces biens à disposition de promoteurs en fonction, avec des accords, de faire de l'AIS, de les rénover, d'avoir une fiscalité attractive, etc., etc. Parce que je pense que le plus gros propriétaire immobilier en Belgique, c'est la SNCB, si je ne m'abuse. Voilà, il y a aussi là des biens qui sont vides, à l'abandon, et qu'on n'utilise pas, et qui devrait pour moi faire partie de l'équation. Et donc ça, c'est une logique qui est une logique entrepreneuriale, Ouais. qui est de dire, eh bien, à un moment donné, on va avoir une gestion active de nos biens. Il y a des biens qui sont vides, on trouve un partenaire privé, on développe un projet ensemble et on avance. Mais ça relève de la volonté politique. Et pour ça, il faut un changement. Ça peut être régional. Je veux dire, en Wallonie, vous pouvez le faire. Vous êtes au pouvoir. En Wallonie, objectivement, on est en train de travailler sur l'ensemble de ces sujets et on avance. Vous allez voir Ok. dans quelques semaines les résultats là-dessus. À Bruxelles, on est au niveau zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance au Dieu logement social. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est le logement social. Il y a un peu de logement moyen qui est développé par CityDev, mais encore du public. Donc, on a l'impression à Bruxelles qu'en dehors du public, il n'y aurait pas de possibilité de développement. On est d'accord. Alors que, Mais parlons de la Wallonie. par rapport à ce que je disais, la question au départ partait sur Bruxelles. C'est pour ça que je suis Enfin, parti oui. sur Bruxelles. Pour moi, c'est pas- c'est- oui. Je réponds aux Il a questions. Je réponds aux questions. Il reste 30 secondes. Mais donc, il y a un point majeur, c'est qu'on doit être en capacité de montrer, parce qu'il y a plein d'intérêts à investir normalement à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il fallait pas le faire parce que tant qu'il y a une instabilité politique, Tout à fait. je peux comprendre qu'un investisseur le fasse pas. Mais dès qu'on a de la clarté là-dessus, franchement, il y a plein d'intérêts parce que s'il y a des gains possibles qui sont extrêmement importants en termes d'investissement. Et sur la Wallonie, on est en train de travailler là-dessus. Il y a d'ailleurs une autre mesure fédérale qui aide, puisque vous dites réutiliser les bâtiments existants, les 6% sur démolition reconstruction en matière de TVA, qu'on n'a pas voulu toucher dans le cadre de ce conclave. Ouais. C'est essentiel aussi pour redynamiser nos centres-villes. Parce qu'aujourd'hui, dans les centres-villes, il y a plein de bâtiments qui sont plus dans des états d'exploitation. Avec cette TVA, on crée un incitant pour que, et je l'assume, aussi pour des raisons environnementales, pour que les promoteurs investissent plutôt sur de la démolition-reconstruction que nécessairement toujours partir sur des nouveaux projets. Et C'est pour ça aussi que cette TVA à 6% est un atout. On doit arrêter ici. Vincent, t'as pas pu beaucoup t'exprimer. Non, Tu auras l'occasion après, avec tous les chroniqueurs autour de la table, on vous le rappelle, on fait une grosse demi-heure avec Georges Louis, et puis tous les chroniqueurs reviendront, et on continuera le débat avec tout le monde. Mais voilà, c'est le jeu, et il faut respecter les règles. Désolé Vincent, merci. Nous respectons les règles. monsieur. Merci. Bah, vous n'avez pas le choix. Je reste le patron autour de cette table. Bon, préparez les pop-corn, installez-vous bien. Le duel des présidents, c'est maintenant avec Attila. J'espère que vous avez vos pop-corn. Moi, je les ai pas, malheureusement. Où sont mes pop-corn? Vraiment, Attila, je compte sur toi. Moi, je m'installe, je me pose. Ouais. Un petit 15 minutes face à Georges Louis. Je t'appelle monsieur le président ou l'expert en achat-revente ici maintenant? Attila, c'est très bien. Attila, je te laisse poser ta première question à Georges Louis.
Ok. Monsieur Boucher, moi je voudrais aborder 3-4 sujets brièvement avec vous. Donc on va essayer de pas trop tirer en longueur afin qu'on puisse un peu débattre des sujets que j'ai notés ici. Donc dans un premier temps, ce que je fais, c'est un constat de terrain, parce que je suis un acteur de terrain, ça fait 18 ans que je fais de l'immobilier bruxellois, et donc aujourd'hui, je constate une chose. C'est que premièrement, on a une pénurie d'offres, une explosion de la demande, et une augmentation conséquente des prix des loyers. Donc aujourd'hui, les Bruxellois et Bruxelloises ont du mal à se loger. Donc quelles seraient les mesures que vous prendrez si vous parvenez à former un gouvernement prochainement? Ouais, les mesures, elles sont très simples. Il faut juste construire beaucoup plus de logements. Donc il faut accélérer les procédures de permis. Il faut faciliter la mise en place de ces chantiers. Mais aujourd'hui, vous l'avez très bien évoqué, c'est un problème du fait que l'offre diminue, la demande explose, donc les prix augmentent. C'est le principe même d'un marché. Et donc pour régler ce problème-là, vous devez augmenter l'offre. Et pour augmenter l'offre, c'est la question des permis, c'est les facilités administratives, c'est aussi les facilités au niveau des communes quand les chantiers sont mis en œuvre, c'est la réduction des capacités de faire des recours à tout va, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui tue. Et il y a une décision de justice qui a été prise à Bruxelles qui est honteuse, c'est celle de dire qu'on ne pourrait plus exploiter les dernières zones qui sont des zones où on peut faire du développement immobilier, Champ des Cailles, Friche Josaphat, donc que toutes ces friches, le BEMT, toutes ces friches ne pourraient plus être exploitées pour des raisons environnementales. Ça n'a aucun sens, parce que justement pour des raisons environnementales, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit densifier la population dans les villes pour éviter que cette population n'aille dans les périphéries et par exemple aille construire des villas 4 façades en plein milieu d'un champ. Parce que le coût environnemental de ce genre de maison est beaucoup plus important que si vous construisez déjà dans une ville avec du transport, des moyens de communication, des services publics, eh bien si vous densifiez, deuxième élément, il va falloir accepter de construire beaucoup plus dans la hauteur. À Bruxelles, on ne construit pas assez haut. Et là aussi, vous densifiez votre surface au sol en augmentant le nombre de logements que vous pouvez construire sur la hauteur. Je suis confronté à ce type de problème régulièrement. Attila, excuse-moi de te couper, je veux quand même rebondir sur un truc, Georges Louis, désolé, mais faut te coordonner avec le MR bruxellois, parce que le MR bruxellois, ils se sont un peu... Non, ils ont parlé uniquement de la friche Josaphat. Ils n'ont pas parlé des autres projets de friche. Mais la friche Josaphat, on n'a jamais dit qu'il fallait rien du tout, il fallait quelque chose qui est harmonieux. Et surtout, il y a un autre élément, on va se parler cash. La friche Josaphat, qu'est-ce qu'il voulait faire au départ? Il voulait faire que des logements sociaux. Ouais. Est-ce que Scarbeck, aujourd'hui, a besoin qu'on rajoute des logements sociaux uniquement? Moi, je pense que si on commence à avoir des projets qui s'inscrivent de manière beaucoup plus harmonieuse dans le quartier, qui respectent effectivement des poches d'air, parce que il faut que la vie reste agréable en ville, mais aussi avec du logement de standing, eh ben alors c'est un win-win-win. Ça permet à la région bruxelloise de grandir. Si c'est maintenant pour faire des blocs de logements sociaux dans la masse, sans tenir compte de la qualité du cadre de vie, c'est pas ça non plus qui fonctionne. C'est pour ça que je vous dis, là, il faut de la nuance, et de l'autre côté, il faut aussi être capable de construire en hauteur dans des zones qui ne sont justement pas concernées par ces enjeux. Mais Monsieur Boucher, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, je suis confronté régulièrement à des dépôts de permis. Est-ce que vous avez déjà été dans une commission de concertation? Il y a des choses que j'essaie de m'épargner. Ok, alors je vais vous dire l'ambiance qui y règne. C'est très simple, c'est une cour d'assises. Oui, je sais. En fait, vous avez l'impression que vous faites quelque chose de mal. Donc, ce qui m'arrive régulièrement, c'est me retrouver face à ces instances, défendre un permis, parce que crédit logement, pour eux, c'est du mal. Je dois vraiment vous dire ce que je pense des CCAT. Juste laissez-moi terminer. Il y a un terme qui revient régulièrement à la mode. Vous avez parlé de construire en hauteur. Donc, j'ai proposé de rehausser un immeuble de 3 étages à Bruxelles, où il y avait la possibilité clairement de le faire. Alors, le terme à la mode, quand on coche toutes les cases du RRU, c'est-à-dire du règlement régional d'urbanisme, ils ont tout de même ce droit de libre appréciation pour refuser un permis. Le terme à la mode, c'est la surdensification. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on manque de logements et on a des instances qui nous disent clairement, vous surdensifiez le territoire. Alors, je pense que la notion de surdensification, elle n'est pas totalement absurde non plus, parce que ça dépend si les gens ont des voitures, les lignes de transport qui sont disponibles. Donc, on doit faire attention à la densité. Par contre, on doit densifier plus. Ça, c'est une évidence. Je viens de vous le dire. Oui. Vous pouvez pas contester ce fait. Le seul truc, c'est que je peux pas m'exprimer spécifiquement sur les projets que vous évoquez, puisque vous ne les avez pas cités. Donc, il faudrait regarder chaque dossier. Par contre, pour moi, les CCATM, il faut les supprimer. Mais le CCATM, en Wallonie, j'ai eu en Wallonie le CCATM. Écoutez, le CCATM, ça sert absolument à rien. C'est pour ça que je viens de le dire. Donc les CCATM, c'est des comités de concertation, en fait, qui sont préalables, où vous avez des gens autour de la table qui se sont érigés en sachant, des gens qui déterminent le bien et le mal sur l'aménagement du territoire. C'est un truc qui vous fait perdre un temps à crever et qui remet des recommandations dans le cadre de l'étude du permis. Pour moi, il faut supprimer. C'est déjà une étape de gagner. Exactement. C'est déjà une étape de gagner. Mais ça, principalement,
en Wallonie. À Bruxelles, on n'a pas de Je CCATM. suis d'accord. Oui, mais vous avez des comités, Des commissions de concertation. des commissions de concertation qui sont les CCATM. L'avis de la commission bruxelloises. de concertation fait foi dans la décision. Par contre, dans le CCATM, ça n'a aucune valeur juridique. Exact. Ça n'apporte Ok. absolument Mais donc, ça rien à veut la dire que c'est délivrance du pire permis. encore à Bruxelles. Ça sert absolument à rien. Non, en Wallonie, le CCATM, il sert à rien du tout. Oui, mais c'est pire à Bruxelles. Parce que l'avantage en Wallonie, c'est que ça vous fait perdre du temps, ok, mais ça n'a pas d'impact. À Bruxelles, ça a un impact direct et vous vous retrouvez face à des gens qui ne sont pas des décideurs politiques. Et je peux vous dire que dans le cadre des interminables négociations gouvernementales bruxelloises, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté. Moi, je veux qu'à la fin, ce soit l'autorité politique qui décide. Un point, c'est tout. Mais ici, on s'est déchargé à l'égard de fonctionnaires qui ont une vision de la ville pour laquelle ils ne doivent pas justifier à l'égard des électeurs Oui. et qui a une vision de la ville un peu idéalisée. Mais Monsieur Boucher, Donc, il faut que le pouvoir revienne dans les mains des politiques. Dans leur vision, le problème, c'est ça également que je constate assez régulièrement. Quand bien même, comme je vous l'ai expliqué, on répond à toutes les cases du règlement régional d'urbanisme au niveau Ils ont bruxellois. l'appréciation. Ils ont un droit de libre appréciation. Donc on se retrouve certaines fois face à des personnes je viens de qui vous- parce qu'ils n'aiment pas le projet. le message Je est passé, viens, Attila, oui, mais le je message viens est de passé. vous expliquer que moi je veux faire sauter l'organe. Donc faut pas essayer de m'expliquer. Non, je en ne sais pas quoi vous il faut expliquer, bon. j'essaie de voilà. savoir concrètement Mais comment on va pouvoir on- le faire et quels sont les Attila, délais, c'est hyper les simple. deadlines que vous C'est- êtes fixés Ah pour ben, mettre ça en œuvre. Il faudrait avoir un gouvernement. Voilà. Et on est le 3 décembre, il n'y en a toujours pas. Et si on a un gouvernement, il faut en plus l'accord des autres. hein. Et il faut un gouvernement avec le maire aussi, ça, c'est pas non plus. Mais ça prend 5 minutes de le faire normalement, c'est une ordonnance. Mais il faut que les autres soient d'accord. Et je vais vous donner un conseil si je peux me permettre. Je pense qu'il faut plutôt aller lobbyer dans d'autres formations politiques parce que nous, on est déjà convaincus. Oui, bien sûr, moi je voulais juste avoir votre son de cloche. J'ai Mais- déjà fait part de justement toutes ces remarques au sein du gouvernement sortant. Malheureusement, il n'y a pas eu d'impact sur. C'est normal parce qu'ils ont une vision, le gouvernement sortant a une vision communiste de la gestion immobilière. on va enchaîner, on va C'est-à-dire que c'est l'État qui doit décider de tout, Oui. via des fonctionnaires qui, eux, savent le bien et le mal, et surtout, tout doit passer par du logement public. C'est une vision communiste du logement, c'est pas compliqué. Voilà, on a notre punchline pour tweeter demain. Attends 2 secondes, Attila. Continuez. Oui, non, mais 2 trois secondes. sujets. Georges-Louis. Vous l'avez tellement chauffé maintenant je sais, que mais- c'est logique. Hein. Ah non, je démarrais à froid, moi, c'est vous qui étiez chaud. Maintenant, il met la semelle hein, sur chaque tacle. Hein. On est le 3 décembre. Non, Attends, on est le 3 décembre. D'après ce qu'on voit dans l'actualité, c'est visiblement les engagés qui vont prendre la main. Tu as beaucoup discuté avec Maxime Prévost, tu as certainement, j'imagine, discuté avec Yvan. Est-ce que tu as le sentiment que les engagés vont dans ton sens ou même on doit même aller faire un peu... on doit toquer à la porte des engagés aussi ou... Il y a juste une réalité qui est assez simple Mais oui. et facile et qui ne conteste personne, c'est que nous sommes aujourd'hui le parti le plus à droite sur l'échiquier politique, c'est-à-dire que sur le plan économique, c'est nous qui défendons le plus la propriété Georges privée, c'est nous qui défendons le plus la capacité Oui. pour les gens de gagner de l'argent et de sortir de leur classe sociale. Et donc, mais on m'a posé une question Oui, mais je te simple. posais pas la question veut pour dire, ça. Mais si, parce que la question c'est de dire, est-ce qu'il faudrait aller parler aux autres pour qu'ils soient sur notre ligne? Oui. Alors les engagés, c'est moins dur On cherche à qu'avec le rassurer ceux PS, qui nous regardent. c'est beaucoup moins dur Ok. qu'avec les écolos, c'est encore moins dur et profondément moins dur qu'avec le PTB, mais globalement, si vous pensez qu'un parti centriste a exactement les mêmes positions sur l'immobilier qu'un parti de droite, non, Non, c'est mais pas je le voulais cas, rassurer c'est un une peu. Je voulais évidence. rassurer un Sur peu. l'aspect fiscal, je suis d'accord, mais ça doit quand même être une responsabilité collective de permettre à tous les Bruxellois de se loger dignement. Mais ça, Mais je pense que sais, c'est mais eux, acquis, ils ouais, ce que ne je veux le dire. pensent pas. Oui, mais Attila, eux, ils ne l'envisagent pas comme ça. Eux, ils considèrent qu'ils ont besoin de plus d'argent public pour construire plus de logements sociaux et que c'est comme ça qu'ils vont loger les Bruxellois. Mais ils sont pas Pourquoi capables de ça rénover foire leur propre parc C'est pas immobilier, ça. ils vont pas construire des logements publics. Pourquoi ça foire? Pour 3 raisons. La première, c'est qu'effectivement, il y a un défaut d'entretien parce qu'il n'y a pas les budgets d'exploitation. Exactement. 2, il y a un défaut de construction parce qu'ils n'ont pas les budgets d'investissement. La région est au bord de la faillite. Et 3, il y a aussi un peu marre que Bruxelles ne soit une zone d'attractivité que pour les personnes les plus précarisées. À un moment donné, pour que Bruxelles fonctionne, il faut de la mixité sociale. La vraie mixité sociale, c'est pas uniquement accueillir les personnes les plus précarisées, c'est aussi être suffisamment attractif pour les personnes les plus aisées, pour que ces personnes les plus aisées contribuent au système. Mais j'ai l'impression, en écoutant certains, qu'ils obtiendront l'égalité en faisant en sorte que tout le monde soit pauvre. Moi, je ne crois pas d'une société où tout le monde soit pauvre. Ouais, mais C'est certains, une grande différence. certains te On est diront d'accord aussi, là-dessus. qu'en t'écoutant, on a l'impression parfois que tu ne penses que justement aux personnes aisées et pas aux personnes précarisées. Non, mais je sais que pour qu'un système social fonctionne, il faut qu'il y ait encore des gens qui gagnent de l'argent pour pouvoir contribuer au système. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que... Oui, mais bon, vu que les autres passent leur temps à expliquer comment on allait dépenser le fric, moi j'ai décidé de consacrer mon temps à savoir comment on allait gagner le fric. Le message est Je clair. pense voilà. que c'est important. Monsieur Monsieur Boucher, Boucher, 5 minutes. on a déjà Attila. résolu 2 problèmes. Donc, premièrement,
On a écourté les délais pour la délivrance de permis. Moi, si je peux être ministre Attendez, président laissez-moi tout terminer. seul au gouvernement bruxellois, vous allez voir, ça va Voilà, aller vite. avec hein. Attila Ok, comme ça me secrétaire d'État. permettrait de monter à 40 logements par an et ma fédération a peut-être 2000 logements par an. Donc on a résolu déjà le problème des permis. Ça nous a permis forcément d'augmenter l'offre et du coup faire diminuer la demande et on va équilibrer les prix de la location. C'est très bien. Maintenant, par contre, on a les plans climat qui nous attendent pour 2033, les objectifs énergétiques. Donc aujourd'hui, on va demander à tous les investisseurs, les citoyens, les propriétaires de Bruxelles de rénover le parc immobilier. Okay, à côté de ça, par contre, j'ai pu lire dans votre déclaration de politique générale que les primes seraient suspendues ou supprimées faute d'argent. Donc comment vont faire les Bruxellois qui doivent rénover leur patrimoine, qui doivent se conformer aux normes énergétiques qu'on a décidé de mettre en place s'ils n'en ont pas les moyens ni l'aide de l'État? Est-ce qu'on va encore demander aux Bruxellois de s'endetter encore pour pouvoir y parvenir? On porte déjà des dettes sur notre dos. On a le fardeau du crédit hypothécaire, du crédit de la voiture. Et donc, on va porter la dette énergétique qu'on veut mettre en place. Je vais être très clair avec vous. Idéologiquement, pour moi, c'est pas à l'État de payer des primes de rénovation. Et je l'assume. Ok. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous rénovez un bien ou que vous l'isolez, vous avez un gain sur la durée. C'est un niveau d'investissement. Or, quand vous investissez, normalement, vous devez toucher le retour. Nous, ici, on aide à l'investissement, mais il n'y a pas de retour. Donc, pour répondre à ce que vous dites, il y a 3 choses. 1, les règles européennes doivent être repoussées. Et moi, je travaille à ça au niveau européen parce que c'est des délais beaucoup trop courts pour pouvoir arriver au résultat. 2, ce sont les personnes qui doivent prendre l'initiative de pouvoir rénover leurs biens parce que je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine. Vous savez, les primes Rénolution, il y a des gens Mais qui c'est vont... une aberration, les primes Rénolution. Non mais attendez, il y a des gens qui vont toucher leur prime Rénolution 1 ou 2 ans après avoir fait leurs travaux. Donc s'ils ont su avancer l'argent, ça veut dire que fondamentalement, il n'y avait pas un besoin économique primaire. Par contre, 3e élément, moi je suis contre les primes, mais je suis en faveur de prêts zéro. C'est-à-dire que vu que l'investissement vous rapporte de l'argent, c'est logique que vous l'assumiez, mais dans le même temps, il n'est pas nécessairement aisé d'avoir accès à un crédit bancaire. Tout ce qui est intérêt, vous le perdez. Donc je pense que ce que l'État doit faire pour pouvoir être vraiment efficace sur le sujet, c'est de mettre en place des prêts à taux zéro et pas des primes où on donne l'argent. Je vous donne un dernier exemple. On parle des primes isolation, mais ça a été aussi les primes pour les panneaux photovoltaïques. C'est quand même anormal que l'État vous aide à acheter des panneaux photovoltaïques alors que vous faites une économie immédiate sur votre facture d'électricité. Je sais que c'est pas populaire de dire ça, mais on ne peut pas me demander d'un côté de réduire l'impôt et de continuer à augmenter les dépenses de l'État. Donc il faut supprimer des subsides aux assos, il faut diminuer le train de vie de l'État, mais on doit aussi supprimer toute une série de primes parce que l'État n'est pas un Mr Cash. L'État doit se consacrer à ses missions de base que sont la sécurité, l'école, les investissements et une sécurité sociale qui à mon sens doit être moins élevée que celle-ci. Mais si on commence à vous donner du fric pour aller au sport, pour aller au musée, pour rénover votre maison, quand vous avez un enfant, quand votre enfant rentre à l'école, bah très franchement, comment voulez-vous baisser l'impôt? Ça n'a aucun sens. Moi, je veux laisser plus d'argent dans la poche des gens et les gens font ce qu'ils veulent. Ils investissent dans leur logement, ils investissent dans leur enfant, ils investissent dans leurs loisirs. Je suis ils font ce d'accord, qu'ils M. veulent. Boucher, mais par contre, ici, on parle, comme vous l'avez dit, si vous arrivez à repousser cette réglementation, ce sera peut-être bénéfique, mais si c'est pas le cas, comment vous allez expliquer à un couple de 60 ans qui ont vécu pendant 20 ans dans leur maison, qui sont aujourd'hui proches de la pension, qui doivent rénover entièrement leur maison bruxelloise? Je peux vous dire une Je vous chose. fais juste un constat. Pour eux, Attendez. pour eux, le problème, Un il toit- est même pas là. Non, non, mais pour un eux, le toit, problème, un c'est toit, qu'ils ne veulent une juste façade pas arrière, faire. un Non, mais ils toit, veulent juste pas une faire des chaudière, travaux. des châssis, c'est grosso modo 120 000 euros. Mais c'est pas une question mais le d'argent. problème, c'est que, mais si c'est une Ils question ne veulent d'argent, même parce pas que faire les travaux si on n'arrive pour leur pas, qualité de vie. Monsieur Boucher, si on n'arrive pas à... Parce que c'est ça que prévoit le texte de loi. Si on n'arrive pas à supprimer le label F et G d'ici 2033, c'est passible de taxation et d'amende. Pour un appartement, c'est 20 000 euros. Pour une maison, on a fait le calcul. Il y a des simulateurs, ça peut monter à 80 000 euros. Donc on leur dit, attention, vous devez rénover. Si vous ne le rénovez pas, vous allez être passible d'une amende. Mais en même temps, on ne vous soutient pas. Mais non, mais il faut à un moment donné se dire qu'il y a des mesures qui sont totalement on peut jouer à contradictoires. se faire peur. On peut jouer à se faire peur. Mais ça ne va jamais arriver en 2033. Jamais. Vous savez pourquoi? Donc je vais arrêter d'isoler. Vous savez pourquoi? Ah non, vous peut-être ça pourrait vous tomber dessus. Mais l'exemple que vous donnez, parce que, allez, on va aussi être cash, hein. On aime bien me donner des exemples larmoyants du couple de petits vieux, peut-être même Mais ça un va des être des deux cas concrets qui qui est seront sur le handicapé, marché. etc. C'est des cas concrets qui seront Mais sur le je peux vous marché. dire, Oui. je peux vous dire, ce genre de Attention, cas. je suis pas de gauche. Mais- hein. Ce mais- que je vous explique, Attila. c'est juste des cas. Ouais, je suis un entrepreneur, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. Vous Attila, voyez bien 30 dans quelle secondes, il reste direction 30 je vais. secondes, Attila. Vous n'êtes pas en train de me faire la remarque par rapport au couple de petits vieux, vous êtes en train de me faire la remarque par rapport à vous. Oui. Ce qui va se passer, c'est que si c'est nous, ça n'arrivera pas. Et même si c'est la gauche, le couple de petits vieux dont vous parlez, ça n'arrivera pas parce qu'ils n'oseront jamais aller
toucher aux personnes les plus précarisées. Ou alors je comprends plus rien, aux personnes les plus précarisées. Nous, on le fera pas parce qu'on veut que ça touche personne, et eux, ils voudront pas parce que ça touche les personnes les plus précarisées. Donc, il est évident que c'est illusoire de penser que le parc immobilier bruxellois puisse être à ce niveau de normes en 2033. Donc, il y aura on va repousser, Bien sûr. il y aura des périodes de transition. C'est vraiment un mauvais film qu'on est en train de faire. Par contre, quand on a l'occasion, et c'est pour ça que je pense que les règles peuvent être différentes en cas de vente, par exemple, ou de promotion immobilière, que là, on impose des standards de construction, je trouve ça tout à fait logique. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ça va prendre plus de temps, mais ça sera économiquement plus intelligent, parce que quand quelqu'un décide de faire un investissement, autant qu'il fasse l'investissement le plus rentable pour lui sur la durée. Bien sûr, monsieur Boucher. Non, juste une dernière question. Vraiment dernière, parce Vous qu'on l'avez parle- chauffé, hein, Non, mais c'est du MMA ici. hein. Non, pas du tout. Monsieur Boucher, là, on parle justement d'économie, d'aide, de difficultés de la région, etc. On comprend tout à fait Dernière l'aspect financier, question, etc. Mais sincèrement, la semaine passée, je ne sais pas si c'est vous qui répondez à vos messages Instagram, je vous ai envoyé un article. Un article de la Instagram, Régie c'est du moi. bâtiment qui met en lumière la rénovation d'une façade pour 1 400 000 euros. C'est de la folie. C'est ce que je vous ai D'accord. répondu. Donc, Madame Vanessa C'est ce que je Matt, vous ai répondu. avait fait une sortie au JT de 19h, je pense, il y a 5-6 mois, où elle admettait elle-même qu'il y a une opacité dans ces comptes-là. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un travail en amont à faire, déjà au niveau de la région, pour assainir en dégraissant ou en évitant mais- la mauvaise gestion des fonds publics? Mais Attila, Ça devient grave quand Attila, même. c'est ce que j'arrête pas d'expliquer. Non, parce que la régie, Donc, en fait, vous êtes en train- c'est Didier Renders et Michel. Oui, bah, ok. Didier Non, Renders, non, ça mais- fait quand même maintenant quelques années qu'il est plus ministre en Belgique. Ouais. Hein, ça fait 6 ans, donc je veux bien qu'on lui mette mais tout c'est sur le Mathieu dos. Michel ici. En fait, Didier Renders, c'est un petit peu le bouc émissaire. On va tout lui mettre sur le dos et il va aller au milieu du désert. Non, Faut pas quand du même- tout, mais il y a aussi, par faut quand exemple, même- je sais pas moi, faut c'est quand même pas de bon Zescarbe compte. qui manque 20 millions, on sait pas où est l'argent. C'est Alors- quand même dingue. alors, C'est- où a-t-il c'est les raison sous de la population, des citoyens Attila bruxellois. a raison. C'est qu'il y a un problème majeur d'usage de l'argent public. Mais tout à l'heure, en début d'émission, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il fallait faire 100% de l'effort en réduction de dépenses. Donc c'est pas à moi que vous devez le dire. Allez le dire à tous les autres. Parce Non, que ça, je c'est sais, un truc on qui est va- Mais tous les drôle. autres, je sais, mais c'est pour être sûr que si vous arrivez à former un gouvernement, justement, que vous Oui. n'allez pas oublier toutes mais ces même, mesures. mais même quand on forme Mais un soit le gouvernement, on message n'est est pas tout passé. seul. Et donc, non, mais moi je pense objectivement, on n'arrête pas de voir des manifs Ouais. pour des gens qui veulent pas que l'État dépense moins. Parce qu'il faut plus de chèques, plus de ceci, plus de cela. Organiser un jour une manif sur les gaspillages de l'État. Moi, j'aimerais un jour que les citoyens se mobilisent et disent il y en a marre des gaspillages et qui viennent se mobiliser devant les gouvernements pour forcer les gouvernements à Dieu le faire. sait que Et ça va m'aider. Par Ça va an, je m'aider. contribue pas en dizaines, mais en centaines de milliers d'euros Attila, à la c'est recette de parfait. Bruxelles, que ce soit par les droits d'enregistrement, que ce Je soit par suis- les plus-values, que je ce n'en soit doute pour... pas. Vous voyez, effectivement, nous aussi, on est dans un point de rupture. On se dit, mais pourquoi? Mais en fait, Ouais. j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis totalement d'accord, mais je pense encore une fois qu'il faut une vraie pression sur le pouvoir politique. Et moi, ça m'aidera parce qu'autour d'une table, il y a peut-être plein de politiques qui vont venir ici et qui vont vous dire qu'ils sont d'accord. Moi, je vois bien qu'autour d'une table, en général, Et je à un suis moment assez donné, sage. justement, Attila, dans on la doit politique clôturer. immobilière Attila, on doit bruxelloise, est-ce que vous Attila, vous pensez avez pas jamais que- arrêté. Content de cette Monsieur émission. Boucher, est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, il faut s'entourer de technocrates aussi? Eh ben, non, Parce non, qu'ici, non, on a certaines oui, fois C'est des- pas- dans c'est pas la un problème de- fonction. on a des techniciens. Non, t'es pas Le obligé de problème, répondre aujourd'hui. le problème, c'est la question de la volonté politique. C'est tout. On a une classe politique qui, je vais être cash avec vous, ne comprend pas grand-chose à l'économie. Je suis là pour les On a- conseiller en on matière a- immobilière. on a- Tu cherches oui, un mais job, tout roule en Ferrari. on a Ouais. 80 à 90% de la Ouais. classe politique qui n'a jamais produit 1 euro lui-même. C'est tout. C'est des gens qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui n'ont jamais payé une TVA, qui n'ont jamais monté un projet. Et donc, tant que il y a ce niveau d'inculture économique dans le monde politique, il y aura des problèmes dans notre pays. Et donc, on dit que les politiques sont déconnectés de la vie quotidienne. C'est pas vrai. En fait, je vais vous dire, ils ressemblent trop aux citoyens moyens. C'est-à-dire qu'on attend d'un politique de ne pas être un citoyen moyen. On attend d'un politique qu'il ait une connaissance et une vue sur les choses qui soit plus importante que la moyenne pour conduire le pays. Eh ben nous, on a des politiques qui passent leur temps à discuter de petites choses. Hein, voilà, là, ça fait 10 jours qu'on est en train de nous parler du prix de la frite. Fondamentalement, le prix de la frite va pas changer. Pourquoi? Parce que la TVA était déjà calculée sur 12%, puisqu'une frite mangée sur place était déjà à 12%. Même emporté, c'était 12%. Et alors, c'était 6%, On s'égare, mais on c'est s'égare, bon, on c'est s'égare. vrai. Le prix ne change Mais pas non, en j'adore emporté. les frites, mais on s'égare. Tout ça pour vous dire, c'est important le durum aussi. Ouais. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'ils n'ont pas de connaissances économiques parce que les vrais enjeux, c'est exactement ce que vous évoquez. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de gens Et- qui ont conscience de ça. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi tu préfères partir 4 jours au Qatar que discuter pendant des heures sur, Ah, ça, sur les vous avez le frites. choix. Vous avez le choix entre aller à Doha ou écouter les couillonnades du PTB. Je pense Voilà. que vous avez fait vivre votre choix. Et un grand final qui s'annonce. Bon, nous, on va continuer la discussion. J'ai pas eu le temps de tout aborder, mais bon, ce on sera va la semaine continuer à prochaine. aborder ici les choses rapidement, Georges. Oui, s'il te plaît, rapidement. On est le 3
mois de décembre. Il n'y a pas de gouvernement à Bruxelles. Les articles tombent les uns après les autres. On est complètement perdu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a encore une chance qu'on ait un gouvernement avec le MR à Bruxelles ou c'est définitivement fini, terminado? Mais en fait, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de gouvernement, à Bruxelles et qu'en plus ce gouvernement ne compte pas le MR en son sein. On a gagné les élections. Il y a plus de 100 000 personnes qui nous ont fait confiance. C'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas d'accord avec le MR que la démocratie peut être bafouée. Donc encore l'espoir de réussir à convaincre certains partis. J'ai plus que l'espoir. Si pas, je travaillerai pas. Pour moi, ça doit être une obligation que le MR se retrouve dedans et qu'on ait un gouvernement d'ici la fin de l'année. Monsieur Boucher, je représente la Fédération des marchands de biens. L'émission la plus longue de l'histoire de l'émission. Je représente la Fédération des marchands de biens. On regroupe 50 des plus gros acteurs bruxellois en termes de rénovation et de remise sur le marché des biens immobiliers. On représente 1000 logements par an. J'aimerais effectivement un jour avoir l'honneur de vous recevoir au sein de la Fédération. Aucun souci. Pour discuter justement. Mon porte-parole est dans le studio et donc on va fixer un rendez-vous dès la fin de l'émission. Merci. On fera un petit débriefing ici. Merci Jean-Louis, vraiment merci d'avoir trouvé ce temps-là. Merci à vous. Et quand il y a un gouvernement à Bruxelles, on fera une longue émission, très longue émission pour ça va. Merci. Et à très bientôt. J'ai noté les engagements qui ont été pris. Voilà, merci. L'émission continue, les amis. Et tous vos chroniqueurs préférés qui sont de retour, qui ont assisté à l'émission dans le fauteuil là derrière. Je vais me tourner directement vers ceux finalement qui ont ouvert le bal, qui ont un peu moins parlé. Anthony, Ken, tu retiens quoi et t'as envie de revenir sur quoi? Je retiens déjà que c'est très difficile de parler quand quelqu'un parle. Donc on n'a pas, effectivement, c'est un exercice qui était difficile. Quand quelqu'un parle bien, il faut le reconnaître. Je pense qu'on peut être unanime en disant qu'on avait un bon orateur et qu'il s'est bien exprimé. Oui, ça fait partie effectivement de son métier. Donc clairement, c'est ça. Non, il y a une mesure, je voulais revenir parce qu'effectivement, il a dit qu'on avait abordé qu'un seul sujet. On a parlé de rétroactivité et il a repris vraiment là-dessus, il a insisté sur ce terme-là. Mais ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'il y a effectivement la rétroactivité, mais tu as aussi ce qu'on appelle le principe de sécurité juridique. Donc qui fait qu'un gouvernement, en fait, et ça c'est dans la loi, c'est ça que je voulais dire en fait, que tu ne peux pas changer comme ça, ou en tout cas on aurait pu laisser un certain délai pour permettre justement aux propriétaires de se retourner par rapport à cette nouvelle loi. Ce principe de sécurité juridique, il doit justement assurer la stabilité et la prévisibilité des normes et des décisions, éviter les changements brutaux ou rétroactifs, ou de permettre aux administrés de savoir à quoi s'attendre et vers où on va. Et c'est pour ça qu'il a dit que justement il laissait 1 an aux gens pour pouvoir s'adapter. Ouais, et donc les voitures de société c'est la même chose, les droits d'auteur c'est la même chose, les différents taux de taxation c'est la même chose. Bien sûr. Donc c'est ce qu'il disait aussi, si on applique ça à fond, on peut jamais changer une loi. Voilà, il la change pas du jour au lendemain, il l'annonce. Ceci dit, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas une bonne mesure, mais voilà. Il l'annonce et tu sais pas non plus si la loi allait passer aussi non plus à ce moment-là. Enfin, c'est ça le problème en Belgique, c'est que tu sais jamais effectivement pouvoir te retourner, et s'il a laissé 1 an, oui, mais sauf que là maintenant que la loi est passée, effectivement les gens sont un peu, je trouve, dans la merde. De toute façon ici voilà, c'est un épisode un peu spécial, ce dernier de la saison, bilan 2025, il y a des choses qui ont été décidées, des choses qui doivent encore passer, donc je pense que 2026 on va encore beaucoup parler des mesures politiques qui vont arriver, et on reviendra encore, j'imagine, sur ces thèmes-là, mais sur cette thématique-là. Mais donc Ken, c'est un peu à cause de cette question plus ou moins bien posée d'Anthony que t'as pas pu beaucoup t'exprimer. Non, mais c'est pas grave parce que c'est un exercice qui est pas évident. Hein. Georges-Louis Boucher est un fameux candidat aussi, donc il s'exprime très bien. En toute transparence, je partage énormément de ses idées. Donc en fait, quand je lui pose une question, j'écoute et je dis bah, je suis d'accord. Donc c'est très difficile de contre-argumenter derrière. Et puis on n'avait pas énormément de temps aussi. Donc, oui, on le rappelle, notre volonté n'est pas forcément de faire la promotion du MR ou de Georges-Louis Boucher. C'est un acteur politique important. Il est venu, vous avez posé vos questions, il a partagé ses arguments. Vous étiez totalement libre. Hein. On n'a pas donc après voilà, si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, on n'est pas obligé non plus de se la jouer opposant. Non. Ce qu'il dit est bien, on est d'accord, très bien, et chacun a l'intelligence suffisante pour faire la part des choses. Ouais, mais il y a 2 choses que je veux dire, c'est que on n'est pas là pour servir la soupe à qui que ce soit. Ouais. Il y a assez de problématiques dont devraient s'occuper les politiques de gauche, de droite, du centre, de partout. Donc on l'a amené sur ces terrains-là. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses réponses ou avec sa vision des choses. L'idée, c'était qu'il s'exprime. Premièrement. Deuxièmement, lui, il est venu. Ça fait 2 fois qu'on l'a invité et ça fait 2 fois qu'il est venu en personne. Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. On attend Paul Magnette. Hein. Ouais, qui a refusé l'invitation. Donc lui, il nous envoie ses seconds couteaux, ses 3e couteaux. Ils sont très gentils, très sympas, mais il ne vient pas. Ça, c'est une réalité. Vincent, t'as beaucoup écouté. On sait que tu es le professeur autour de la table. Tu prends des notes, tu enregistres. Est-ce qu'il y a des réflexions qui t'ont marqué, des choses que tu retiens particulièrement de ce qui a été dit?
De la manière dont ça a été dit, certainement. Ça, il faut bien avouer que c'est un excellent débatteur et qu'il a une connaissance des dossiers assez pointue. Même des petits problèmes de fiscalité ou d'urbanisme locaux, il a l'air d'être au courant de ces dossiers. Donc ça, effectivement, c'était assez impressionnant. Et sur le fond, est-ce que tu as des points d'attention ou pas du tout ? Non, non. En fait, il l'a bien dit, chaque parti a son programme, mais on n'en verra jamais les résultats, quel que soit le parti, parce qu'ils doivent travailler en coalition, et donc c'est toujours une petite partie du programme, et quand on applique des petites parties de programme à gauche et à droite, on arrive en général à des solutions qui ne sont pas très concrètes. Et c'est bien que tu le rappelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça, et c'est vrai qu'on vote pour un parti en se disant le parti va appliquer tout le programme. Nous, Belges, on aimerait bien avoir le modèle français, les Français voudraient avoir le modèle belge. Non, on voudrait pas avoir le modèle. Non, mais c'est important de rappeler le modèle de compromis. Ils ont un programme et puis il y a un accord politique où chacun des partis de la coalition a ses revendications totem absolument symboliques. Et donc dans l'accord de gouvernement, en principe, il y a tout le monde est d'accord sur certaines décisions. Ce que je voulais dire, moi, c'est que j'ai entendu un engagement sur la Wallonie où ils sont aux affaires. C'est par rapport aux bâtiments qui sont détenus par les autorités. Qui sont en train de faire des choses. Donc, et on va voir dans les prochaines semaines. Alors, à mon avis, on va voir dans les prochaines semaines, ce sera plutôt dans les prochains mois. Ouais. Mais ça, en tout cas, il y a un engagement qui a été pris, donc on pourra vérifier. Il reviendra en 3e semaine, puisqu'il vient dès qu'on l'invite. Donc on pourra voir avec lui, mais en tout cas, il y a déjà eu un engagement. C'est vrai qu'on a parlé de la déduction des intérêts, etc. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises qui touchent directement la classe moyenne. Et c'est vrai que là-dessus, on aurait pu peut-être un peu plus le challenger, parce qu'il s'est positionné en défenseur de la classe moyenne, mais on voit quand même, si on creuse un peu, que les premières mesures, il y a des mesures qui allaient dans le bon sens, mais d'autres qui impactent, Ken, tu l'as dit, toi, la déduction des intérêts, c'est des centaines, voire des milliers d'euros, même si tu as repris. C'est pas une décision que lui a prise. Ouais. Parce qu'il dit, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, cette décision. Donc, c'est des compromis, encore, comme vous disiez. Il y a des compromis, et c'est plutôt les autres partis qui ont mis ça en avant. Pour lui, ça ne devait pas être fait. Je vous invite, les amis, vous qui nous regardez, participez avec nous à cette émission. Vous êtes avec nous autour de la table. Partagez aussi vos ressentis et soyons constructifs. Ça sert à rien d'attaquer, d'insulter. C'est pas le but de cette émission. Mettez-vous dans le même état d'esprit que nous. On attend tous vos commentaires et on viendra avec plaisir réagir. Vincent. Non, je voulais appuyer ce que disait Eric. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des cadastres qui avaient été lancés sous cette nouvelle législature. Donc, on sait enfin ce que possède et occupe la Régie des bâtiments. Ouais. La Régie des bâtiments, c'est un patrimoine de 12 millions de mètres carrés en Belgique. Donc, c'est quand même assez gigantesque. À 3000 le mètre carré. Attila, sur ta truelle, tu vas pouvoir faire quelque chose. Ouais, exactement. Et donc, il y a un cadastre de ce qui est occupé et pas occupé, ce qui est en location, ce qui est en achat. Le Forum, qui détient de mémoire 400 ou 450 biens, a fait exactement le même exercice. Donc, effectivement, d'abord, pour gouverner, il faut avoir une idée de ce qu'on peut faire et de ce qu'on possède. Donc, ça va dans la même direction. Mais espérons que ce soit suivi, effectivement, de mesures concrètes. Je vais me tourner vers Attila. Attila, t'as fait le show là sur la fin, en mode diesel. T'as commencé gentiment et puis on a senti que. C'est parce que je voyais qu'il prenait beaucoup de place dans son temps de parole. Je me suis dit il faut réagir parce que sinon t'auras pas le temps de poser toutes les questions. Et je crois qu'il a pris beaucoup de plaisir de discuter avec toi. Et il y a un rendez-vous qui a été fixé, donc tu iras le voir et on a hâte que tu reviennes. Exactement. Mais tu sais, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que je trouve qu'il fait quand même preuve de lucidité. Parce que moi, je suis un homme de terrain. On fait un constat général de la situation actuelle du marché immobilier bruxellois. Et il en était pleinement conscient quand il est venu aujourd'hui. Et alors, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai l'impression qu'il a cette volonté, ce dynamisme de vouloir faire bouger les lignes. Chose qui n'est pas d'actualité avec le gouvernement sortant ou le gouvernement précédent. Donc maintenant, il faut voir si... Déjà, premièrement, il arrive à former un gouvernement bruxellois. Et secondo, tu sais, entre les paroles et les actes, il y a quand même pas mal de choses à faire. Nous, des propositions concrètes, on en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai proposé de lui revoir, parce que des solutions pour résoudre le problème de l'immobilier bruxellois, j'en ai déjà parlé régulièrement avec que ce soit David Weitzman, qui est président du CPS de la ville de Bruxelles, ou Nawal Benamou auparavant. Mais il s'est jamais rien passé. Donc, en fait, on a beau leur apporter des solutions, mais moi, je trouve que, ça bouge pas. Donc peut-être que lui, il m'a donné cette impression de vouloir changer les choses. Et on sera les premiers aussi à réagir à chaque fois à l'actualité, aux choses qui se passent. Et on peut déjà le dire aussi, les prochaines élections, c'est dans quoi? C'est dans 3 ans, Vincent? 4 ans. On sera là, à la saison 8 du Rendez-vous des Proprios. Mais on est déjà occupé à collecter. Attila, on est déjà occupé à collecter un peu les idées. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à nous partager vos idées. Et peut-être qu'on ira déposer avec toute l'équipe dans 4 ans nos propositions pour créer un parti,
Mais non, Dans le j'ai assez des président. parties, arrêtez les teases. Ken, par rapport, je sais pas, est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé aborder, que tu n'as pas abordé, qui sont pour toi des sujets en 2025? On n'a pas parlé de la grille des loyers, par exemple. Ouais, parce que lui, il n'y est pour rien. Et, Ouais, et certainement, il m'aurait dit. Et il aurait je suis d'accord avec été toi. contre Bah, directement. il a dit qu'il était contre, il a dit. Mais il a dit je pense contre. qu'on a fait le bilan maintenant Ouais. de Georges Louis, on va arrêter de parler de lui. Je pense que maintenant on va parler des sujets finalement qu'on aurait dû aborder, qu'on n'a pas abordé, parce que c'est un épisode sur le bilan 2025, et une des grosses nouveautés de cette année, c'est cette fameuse grille des loyers, Ouais. et on aurait dû l'aborder ce sujet-là. Elle a été attaquée au Conseil d'État par plusieurs associations de propriétaires, etc. Donc c'est quand même un sujet qui était en suspens maintenant. Donc voilà, c'est En fait, difficile de préjuger Vincent, de ce porte-parole officiel de Ken, j'apprécie. Mais donc, oui, ce qu'il y a eu en 2025, c'est qu'il y a plus de règles qui protègent les locataires aujourd'hui. Mhm. Et donc, au-delà du fait qu'on peut plus déduire les intérêts, il y a d'autres règles dans le quotidien de la relation entre propriétaire et locataire qui viennent compliquer cette transaction. Ça reste une transaction. Moi, j'achète un bien, je fais de l'investissement, je le mets à disposition de quelqu'un qui doit me payer un loyer pour l'utiliser. Et ça devient très compliqué entre les deux, parce que dès qu'il y a un pépin, le seul qui est protégé, c'est le locataire. Tout à fait. Par le moratoire hivernal, par cette grille des loyers. D'ailleurs, dans la grille des loyers, qui n'est pas à jour, hein, on sait tous que les prix sont beaucoup trop bas, le locataire peut intervenir si jamais je suis 20% au-dessus de ces prix. Mais Martin Casier défend le fait que le propriétaire peut intervenir si dans l'autre sens, 30%, pas 20%, donc je ne sais pas pourquoi ils ont décidé 30 et 20 de l'autre côté, si c'est 30% inférieur au prix des loyers repris dans la grille. Mais dans la grille, comme les prix sont déjà inférieurs, Oui, moins dans quel 30%, cas ça se passe il faudrait qu'ils payent que 200 balles pour que je puisse intervenir. Ouais, Donc, ouais. c'est un argument qu'ils utilisent pour dire « ouais, mais on va dans les deux sens », mais ça n'a aucun sens. Donc, la grille des loyers, elle est inutile, elle n'a été saisie que par des gens fortunés, qui ont été accès à renvoyés l'information. directement Ouais. parce qu'ils ont accès à l'information, parce qu'ils s'en foutent, ils savent qu'ils vont retrouver un loyer ou un logement très facilement. Et la cible de cette grille des loyers, c'était les gens défavorisés, réellement défavorisés, pas la classe moyenne, Ouais. défavorisés, qui vivent dans des logements insalubres ou Exact. là où il y a un propriétaire qui a dit « bon allez, ok, vas-y, tu peux venir chez moi », eux, ils osent pas. Pour les aller- gens qui n'ont pas le choix. ils n'ont pas le choix. Donc, ils n'osent pas aller faire fonctionner cette grille des loyers parce que sinon, le propriétaire les met dehors et ils sont dehors dans la rue. Donc, ça n'a aucun sens. L'idée au départ, elle était bonne, mais dans la mise en forme et tout, ça n'avait La aucun grille des sens. loyers, les amis, est-ce que vous l'avez utilisée? Est-ce que vous avez été regardé? N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Votre retour d'expérience par rapport à cette fameuse grille, c'est une des nouveautés de 2025. Il y avait sur le WhatsApp, sur le groupe. Et il y a- c'est bien, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ce WhatsApp. Le numéro s'affiche. Rejoignez-nous, envoyez-nous un petit message et on vous envoie le lien. Non, mais on a posté quelques photos au début Ouais. de l'intervention de notre ami Georges-Louis Boucher, et en disant, tiens, si vous avez des questions. Il y a une question qui est pertinente qu'on aurait pu poser si on avait eu le temps, c'est la limite à partir de laquelle on est considéré comme étant professionnel de l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, c'est très flou. Hein, est-ce que je loue 2-3 biens? Est-ce que je suis un particulier qui gère mon patrimoine en bon père ou mère de famille? Ou est-ce que je suis un professionnel de l'immobilier? Et donc, évidemment, tout l'impact fiscal que ça entraîne au niveau du traitement fiscal de ces loyers qu'on encaisse. Et ça, c'est vraiment une question. Donc, merci aux membres du groupe qui nous a posé la question. C'est une question qu'on aurait vraiment pu lui poser. Bah, tu sais quoi, c'est l'occasion rapidement de remercier Guillaume, NaturoClean, Thomas. Il y en a plein. Vincent Gérin. Mais qui est Vincent Gérin? Très actif dans le groupe, vraiment. C'est toi qui reste le gars qui répond le moins. Je t'ai quoi. dit que tu peux m'ajouter. Mais non, Les Wallons, ça se fait. fais comme ceux qui nous regardent. Envoie-nous un message, on te rajoutera. Ah, t'es pas dedans, toi? Mais non, il n'est pas dedans. Fainéant, va. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très actifs. Amalie, etc. C'est le Céline. Amalie qui a posé cette question. Ben voilà, Merci on à salue lui. Amalie. Bref, vraiment, merci à vous tous d'avoir fait vivre et de faire vivre ce groupe WhatsApp. Vincent qui nous disait, honnêtement, le niveau du groupe, les questions qui sont posées, bah pour nous, c'est une fierté de savoir qu'on a vraiment une communauté de qualité. C'est bien de le rappeler, mon Vincent. Oui, tout à fait. Pour répondre à 80% des questions, on doit aller potasser ces C'est liens, vrai. regarder sur Internet, parce que les questions sont vraiment d'un niveau très élevé et très pointu. Bon, il nous reste un gros quart d'heure. Est-ce qu'on n'accueillerait pas la révélation de cette année? Voilà, celle qui nous a tous convaincus, qui a convaincu la communauté et qui a déjà acté le fait qu'elle sera là avec nous en saison 4. Elle va te remplacer, Ken, parce que tu dois absolument partir. Merci pour cette belle année. Tu as été incroyable encore une fois. Je trouve que c'est une de tes meilleures saisons. Vraiment, et je crois qu'on est tous convaincus. Voilà, et on te retrouve l'année prochaine ou pas? Avec grand C'est plaisir. signé, c'est acté. Merci beaucoup. Mais évidemment, c'est Et voilà, Ken que vous pouvez suivre sur les réseaux aussi, qui partage pas mal de chouettes contenus aussi. Donc allez vous abonner sur son compte Instagram. Merci Ken. Merci à et à vous. l'année prochaine. Ciao.
Elle a bien installé. Merci Marion d'être là, Merci à d'être vous. venue pour cette fin d'épisode. Eric, on est quand même d'accord pour dire que Marion, c'est la révélation de cette saison. C'est la grande révélation de cette saison. Absolument, absolument. Ça nous a appris à bricoler. Chic et pas cher, on est bon. Mais c'est vrai, et les amis, c'est l'épisode de fin d'année, donc là, on s'amuse un peu, on est un peu plus léger. Mais c'est vrai que t'es arrivé, t'as su directement imposer ta personnalité ici, et donc on a hâte de vivre cette saison 4 avec toi. Comment t'as vécu ces quelques épisodes avec cette équipe là autour de la table? Mais très bien. L'ambiance est très bonne. J'ai été très bien accueillie. Beaucoup trop de testostérone à mon goût, mais ça va. J'ai l'habitude et je fais l'équilibre. Alors, est-ce que t'es pas trop frustré d'avoir raté Georges-Louis Boucher? Non, je vous ai laissé ça parce que je vais vous dire une chose et c'est aussi pourquoi je suis là. Je suis une femme wallonne. Je travaille depuis 15 ans. Je cotise pour la Belgique. Je suis aussi investisseuse. En ik spreek ook Nederlands. Donc du coup, moi, j'attends Bart de Wever ici. Ah Est-ce qu'on n'essaierait pas d'organiser un face-à-face avec Hans Bert, qui fait quelques petites balades au Parc Royal avec son petit chat dans sa poussette? Pourquoi pas? En plus, nous ne sommes pas loin de la NVA. Hein. C'est Ils vrai. sont en face. Donc, à mon avis, on peut en avoir 2-3. Le Parlement n'est pas très loin. Ouais, non ça que j'allais plus. dire, ouais. Du coup, non. Et je pense que connaissant le Coco, c'est pas sûr qu'il refuse. À mon avis, c'est un truc qu'il pourrait faire. Et comme ça ferait un peu tomber ces petits préjugés sur les Wallons Eh ben, fainéants. t'as Je raison. peux lui montrer que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on l'adore. Elle a du caractère, elle ose dire les choses. Voilà, faites attention, vous, la prochaine saison, elle va vous passer devant. Ouais, ça Parce va. que la vraie star est autour du plateau cette année. Et on va prendre quelques minutes un peu pour parler de cette saison qui a quand même été incroyable, que ce soit en termes de vues, en termes d'abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Cette saison, elle a été exceptionnelle. Mais celui aussi qui a fait vibrer le cœur de notre communauté, c'est Attila. Attila, c'est vrai que ça a été une saison incroyable pour toi. Ah, je pense, effectivement. On a évolué au sein de l'émission Ouais. et puis en tant que chroniqueur également. Attila, si tu avais un moment à partager, justement, un moment qui t'a marqué cette saison, ce serait lequel? Moi, je trouvais que l'émission Bruxelles-Wallonie était assez sympa parce qu'il y avait beaucoup de dynamisme, c'était challengeant, c'était un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, en général, voilà, on est là, chroniqueur, on reçoit un invité et puis on débat autour d'un sujet. Et là, c'était un peu nous mettre en opposition. En tant que professionnel, je trouvais ça assez sympa. Et c'est vrai que c'est un épisode que vous avez beaucoup apprécié. N'hésitez pas aussi à nous dire justement quels sont les épisodes que vous avez aimés, les formats un peu particuliers. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on change? On a mis cette année, on a commencé l'émission avec l'actualité et après il y avait le dose du jour et on a fini avec les réponses au WhatsApp. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on doit continuer avec ça? Cette émission, on l'a construite pour vous et avec vous. Donc n'hésitez pas à nous partager aussi vos idées. Mais c'est vrai que c'est un épisode qui a plu et qui est encore en ligne évidemment sur notre chaîne YouTube. Vincent, toi, est-ce qu'il y a un épisode, un moment particulier? On va terminer l'émission par là. Oui, je me suis retrouvé à un débat assis entre Martin Casier et Louis de Clipel sur la grille des loyers. Ouais. Alors ici, on est une bande de copains et de copines, on s'entend bien, on a peut-être des divergences d'opinion sur des sujets, mais il y a énormément de bienveillance, d'amitié, etc. À ce débat, j'ai senti énormément de tension, pas de la haine, mais beaucoup de tension, et voilà, il faut ramener quand même de la bienveillance au sein des politiques pour avancer, parce que là, on avait vraiment l'impression d'être face à deux personnes qui voulaient pas changer d'un centimètre leur position, et c'est pas comme ça qu'on trouve des compromis, et c'est pas comme ça qu'on va débloquer la situation, je pense, en tout cas à Bruxelles. Clairement. Ça s'appelle le dogmatisme. Et c'est l'occasion de rappeler aussi, pour ceux qui nous suivent et qui sont arrivés en cours de parcours, lors des élections, on a invité tous les partis. On a Christophe de Beukelard qui est venu aussi sur le plateau. Donc on essaye à chaque fois vraiment de ramener du monde. Mais c'est vrai, on doit le dire, que les partis de centre droit répondent plus rapidement que les partis de gauche. Mais on ne lâchera pas l'affaire pour encore les inviter ici sur le plateau. Pourquoi pas Medla Wedge aussi, je pense qu'il y a des choses à dire aussi. Donc on va essayer La de question, l'inviter. est-ce qu'ils vont accepter de venir? Voilà. C'est Et toujours en la tout même cas, chose. En tout cas, les invitations sont envoyées. Rapidement, Anthony, un moment. Mais j'ai pas vraiment un moment, j'ai plutôt une ambiance générale, et pour rejoindre un peu ce que Vincent disait tout à l'heure, je pense qu'on s'est tous aussi trouvés et rencontrés, et on a tous ce qui est marrant, c'est que les chroniqueurs sont les mêmes dans la vraie vie que dans l'émission. Donc en fait, quand vous voyez Eric qui est super dynamique, super allez, je vais dire un peu virulent des fois, je trouve que ouais, exactement. je trouve ah non, mais pour être honnête, je trouve qu'il y a pas de filtre, ou très peu, entre ton cerveau et ta bouche, donc c'est bien, c'est une qualité, je trouve. Attila, effectivement, qui s'exprime toujours un peu fort, tu vois, qui est un peu qui donne ses idées avec conviction, etc. Mais il est comme ça dans la vraie vie aussi. Ici, on a le professeur, effectivement, qui est toujours très calme, bien posé, réfléchi, qui prend le temps. Des fois, tu l'entends peut-être un peu moins, mais voilà. Et on a la révélation effectivement de l'année, et c'était effectivement bien d'amener effectivement de diminuer de la testostérone sur ce plateau. C'est une très bonne idée. Et
notre animateur préféré aussi qui est pareil aussi dans la vraie vie, mais qui surtout a fait un travail de dingue parce que c'est clair que nous tenir tous et gérer les émissions, c'est pas facile. C'est pas facile. Je dois saluer, je voudrais quand même le dire, les prestations de David, parce que C'est mon moment. mais il connaît les dossiers, il connaît l'immobilier comme un pro de l'immobilier. Ce n'est non, mais Tu vas trop loin là, Vincent. je le dis sincèrement. Voilà, ton job c'était d'animateur, mais tu as vraiment apporté une plus-value assez importante dans l'émission Je par suis ta une- connaissance et la préparation. Ben, je suis une éponge Des et projets. je peux le dire aussi aux gens. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'équipe sur les reels qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et donc, je revois 10 fois, parfois 15 fois tous vos propos sur le plateau. Donc, en fait, au final, même si je ne voulais rien savoir sur l'immobilier, je suis obligé. Ça lave le cerveau, quoi. Je suis obligé. Mais merci Vincent. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous croisent dans la rue et de plus en plus nous interpellent. Et moi, quand on m'interpelle, on me pose des questions sur l'immobilier. Tiens, j'ai acheté un bien là-bas, t'en penses quoi? Mais la vérité, c'est que c'est pas à moi qu'il faut poser ces questions-là. Moi, je fais les rimes, monsieur. C'est à notre chroniqueur. Et puisqu'on fait le tour du plateau, il y a quand même une personne aussi qu'on doit remercier qui est vraiment dans l'ombre. C'est Marie-Charlotte Capron, qui est la vraie boss. Parce que beaucoup de gens aussi me voient et pensent que c'est moi derrière ce projet. Alors oui, je suis pleinement actif et je le porte comme si c'était vraiment totalement mon bébé, mais c'est le bébé de Marie-Charlotte qui est là, qui regarde, donc vraiment Papy c'est dans elle. l'ombre. Voilà, c'est elle la vraie patronne et qui est juste incroyable. Hein. Sans elle, il n'y aurait pas ce Tout à projet. fait. C'est elle qui va voir les partenaires, celle qui discute avec eux, celle qui nous chouchoute, celle qui vous recadre parfois. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des petits rendez-vous en aparté avec Attila, avec Ken, et vous aurez votre rendez-vous aussi pour vous remettre un peu sur le droit chemin. Hein, on vous voit un peu partout. Restez bien chez nous. Bon, allez, Marion, toi, on va terminer par toi. Un moment de cette saison. J'ai pas, Oui. j'ai Ah, pas pu pardon. dire. Moi, je suis virulent, j'ai pas pu dire, et voilà. Et voilà. Et il reste 2 minutes, donc on doit aller très vite. Eh ben, Eric. très vite, une petite suggestion concernant ce que tu disais, ce serait pas mal de faire une émission où on joue le rôle de quelqu'un d'autre. Moi, ouais. à la Anthony, toi, à la Attila. Ça pourrait être super drôle. Il y a des jeux comme ça, on passe des soirées, on se marre comme des Ça malades. et traiter les commentaires aussi à un moment donné, ça serait Voilà. bien. Je pense que sans cette intervention, l'émission vraiment aurait été très très mauvaise. Et Merci, Eric. deux, ce que je voudrais dire, comme ce qui m'a marqué, en fait, c'est pas d'avoir des émissions en plateau, c'est le plateau. Parce qu'on a aussi professionnalisé. C'est vrai. On est venu ici C'est chez le gros changement Rossel. cette année, ouais. C'est un gros changement et je trouve que ça a vraiment monté l'émission en qualité. On se sent beaucoup plus à l'aise et donc c'est pas parce que c'est chez nous, mais voilà, je trouve que d'un point de vue qualitatif, ça a vraiment apporté un On plus. va juste essayer de remplacer cet écran. Hein, Je suis déjà en discussion. Ah, voilà. Il Je nous le veux faudrait, bien pour si mon salon, chacun hein. des chroniqueurs pouvait donner 2005, On peut avoir le l'écran. en cash ça passe mieux. Demain on l'installe. Marion, hein, le mot de la fin pour toi. Ben, ravi il y a quelques mois, être en train d'écouter votre émission, en train de faire mon jogging et aujourd'hui d'être sur le plateau avec vous et de découvrir des chouettes personnes et d'enrichir un peu mes connaissances. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir Marion, en fait. Qui écoutes-tu pendant que tu fais un jogging? Tu t'auto-écoutes? Non, j'écoutais, avant, j'étais pas maintenant. encore. Mais non, je vais commencer à m'auto-écouter. Attila, Mais effectivement, c'est rapidement. très intéressant de t'avoir parmi nous parce que ça amène un peu de légèreté, une présence féminine sur le plateau. Et surtout, faut pas oublier une chose, c'est qu'elle est issue de la société civile. C'est pas Ouais. une professionnelle de l'immobilier Tout à comme fait. nous le sommes. Société Et donc, civile. Oui. oui, c'est ça. On essaie de se dire les choses. C'est vrai, et c'est. Tu vois, quand je dis qu'ils sont pareils dans la vraie vie. Ça permet d'avoir un son de cloche différent, Oui. en fait. Et plus que d'être le visage de notre partenaire Brico, puisqu'au départ c'est pour ça que tu étais là, c'est qu'aujourd'hui vraiment tu vas être celle qui va représenter la majorité des gens qui nous Exactement. regardent et qui nous écoutent, qui sont des petits, moyens investisseurs. Et donc tu vas représenter tous ces gens-là sur le plateau. Rapidement, il y a quelques remerciements encore qu'on doit faire aussi parce qu'il y a une grosse équipe derrière. Il y a Gaston, aka Minimaliste, qui fait toutes les vidéos. Voilà, alors parfois on est un peu surex, parfois il y a un son qui est un peu moins bon. Gaston, t'es bon. Mais par contre, il produit à une vitesse, on le met sous pression, il est juste incroyable. Donc vraiment, et on met ses coordonnées. Si vous voulez faire des vidéos, des after-movies de vos événements, c'est le GOAT. Il est super Donc, sympa. ouais, il est super Il est sympa. super sympa. Et Voilà. beau. Et beau. Il a un peu Et il est augmenté beau. ses prix, voilà, mais bon, mais il reste. C'est à cause des prix des loyers qui augmentent. Voilà, l'inflation touche aussi le milieu de l'audiovisuel. Il y a Ludo, notre photographe aussi, qui est revenu plusieurs fois. Il y a l'équipe au niveau du graphisme aussi, Phénomène. Voilà, il y a plein de beaux mondes autour de ce projet. J'en ai certainement oublié. Les sponsors. Mais ce que j'allais dire, ceux qu'on ne doit surtout pas oublier, parce que vraiment, peut-être que pour vous c'est de la publicité, mais il faut le rappeler, sans Brico, sans Thomas Hypiron, sans Eloya, sans Imovlan, évidemment, qui nous soutient depuis le début, sans PNV Assurance, vraiment, on n'aurait pas pu faire cette saison-ci. Et on est en discussion avec eux pour l'année prochaine, et je pense qu'ils sont déjà en grande partie voilà, ils ont déjà donné plus ou moins leur accord pour continuer avec nous. Donc il y aura une saison 4, c'est sûr, une saison 4 qui va être énorme. Ici, nous,
lors de la réunion avec les équipes, on s'est dit que cette année, enfin en tout cas que la saison 4 devait être l'année de tous les records. Il y a de grosses surprises qui s'annoncent. L'ambition, on l'a mise là. On prépare un événement. Voilà, je ne vais pas tout spoiler maintenant, qui va être exceptionnel, je pense, pour le secteur de l'immobilier et pour vous. Donc, continuez à nous suivre, parlez autour de vous de ce projet, continuez à vous abonner, c'est hyper important. C'est ces chiffres-là qui font que les partenaires, Immoveland, Brico, signent avec nous. Donc, on compte sur vous, on vous remercie 1000 fois d'avoir été avec nous cette saison. Cette année, on a explosé les records en termes de vues. Il y a des épisodes qui ont tapé les 120 000 vues. C'est énorme pour nous. Donc vraiment, merci 1000 fois à vous. On se retrouve sur le WhatsApp. Ici, on se retrouve en 2026 pour de nouvelles aventures. On vous dit à très très bientôt les amis. Ciao ciao sur les réseaux du rendez-vous. Ciao ciao.